En fait, je sais pas comment je peux le dire parce qu'il faut rester soft. Il est sur moi avec son appareil génital dans la main et j'ai du blanc partout sur moi. Il est rentré dans ma tête en me disant que si jamais tu le dis à quelqu'un, tu vas mourir. Moi, quand je lui dis moi je m'en fous de mourir, alors tu vois, c'est ta mère qui va mourir. À un moment, il y a un policier qui a essayé de m'agresser. Tu sors de chez toi, tu viens de te faire frapper, t'as la tête qui va dans tous les sens, t'es pas vraiment habillé, on te donne une petite couverture, donc t'es pas vraiment habillé, t'es un peu dénudé. Le gars a quand même essayé de m'agresser. Bonjour à tous et bienvenue dans Micro et Ragot, le podcast où on vous donne le micro et vous nous racontez vos ragots. Aujourd'hui, on est avec Heavy and Hope. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Super. Moi, je tiens à préciser que je suis en fin de maladie, donc si ma voix est un peu bizarre, c'est normal. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, donc merci à vous. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. On a Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, Facebook. Et si vous voulez venir aussi, on a un petit formulaire dans la description YouTube. N'hésitez pas à nous contacter. Alors aujourd'hui, donc on est avec toi et tu vas nous raconter donc un peu tout ce qui s'est passé dans ta vie. Il y a eu beaucoup de mésaventures, des discriminations raciales et sexistes. Et aujourd'hui, tu as une fondation qui permet de venir en aide et de soutenir les personnes qui ont vécu la même chose que toi. C'est ça. Est-ce que tu es prête pour commencer ? Bien sûr. Alors, on va commencer. Donc, on va déjà retracer un peu ta vie. Donc, toi, tu es née à Haïti, c'est ça ? Oui, je suis née en Haïti. Du coup, je suis restée là-bas quand j'étais plus jeune. Après, je suis arrivée à l'âge de 2 ans en France. Et quand je suis arrivée, déjà, en arrivant en France, j'ai failli me faire kidnapper. Oh. Par une dame, ouais. Je suis arrivée en Haïti, je suis arrivée en France, en fait, avec ma tante. Ma mère, elle était déjà en France, elle m'avait déjà laissée depuis 1 an. Donc, du coup, en arrivant là-bas, il y a une dame que je ne connais pas et du coup, qui devait nous héberger, nous aider à prendre le train, ma tante et moi. Et du coup, en fait, elle a failli me kidnapper. Heureusement que ma tante, elle a eu un éclair de lucidité. Elle s'est dit, mince, il y a un truc qui va pas. Et bon, du coup, voilà, à ce moment, ça s'est bien passé. Après, j'ai pu rentrer avec ma mère. Et en fait, quand je suis arrivée en France, ma mère, elle était enceinte et elle était mariée avec un homme, mais en fait, elle le savait pas, mais c'était un pédophile. Alors du coup, ce qui fait que, en fait, pendant les premières années de ma vie, j'ai vécu avec lui et ma mère. Ok. Alors attends, déjà, pourquoi avoir quitté du coup Haïti ? Parce que là-bas, c'était compliqué. Il y avait des tontons macoutes, on a des militaires. Tu vois, à peu près ce qui se passe au Congo, c'était compliqué en Haïti. Il y avait beaucoup de femmes qui se faisaient agresser, il n'y avait pas assez d'argent, il n'y avait pas beaucoup de choses. Et ma famille, elle était bien, elle était assez aisée. Donc du coup, mon grand-père s'est dit, mieux vaut que ses enfants puissent venir en France, travailler en France, voilà, faire leurs études et après peut-être revenir en Haïti ou faire des choses, mais au moins qu'ils puissent avoir ça, quoi. Donc t'avais quel âge toi quand t'es partie ? J'avais 2 ans. Ah oui, donc pas j'étais trop de toute petite. Oui. Donc après, première mésaventure, tu manques de te faire kidnapper. Ouais. Super, bienvenue en France. Oui. Et donc après, déjà, comment ta tante a vu que ça allait se passer ? Mais en fait, c'est parce que la dame en question, parce que je connais pas son nom, en fait, appelle ma mère et lui dit, je sais que tu as envie de voir ta fille, donc ce qu'on peut faire, on va laisser ta sœur ici et moi, je vais prendre le train avec ta fille avant. Et parce que j'ai pas trouvé assez de billets. Et ma mère, bien sûr, elle est tellement enthousiaste, elle a tellement envie de me voir, ça fait 1 an qu'elle m'a pas vue. Et elle est là, elle dit, oui, t'inquiète pas, vas-y, fais comme ça. Et ma tante, heureusement, prend le téléphone et lui dit, et en fait, parle fort et commence à dire, donc tu veux pas que Evie, elle parte avec la dame? Alors pas de souci, t'inquiète pas, moi, je pouvais prendre le train avec elle. Et c'est là que ma mère se rend compte de ce qu'elle a dit. Effectivement, du coup, je me retrouve, je parle pas français, je peux pas parler et je suis avec une personne que je connais pas. Donc ma mère s'est dit, mince, en fait, non, il y allait avoir un problème. Et effectivement, après, elle nous a fait prendre le train, mais elle avait du mal à me lâcher, elle voulait pas, ça a été compliqué. Et après, ma tante lui a dit, mais c'est pas ta fille, genre, fais une fille, quoi, mais laisse-la. Mais c'était compliqué, donc même là, c'était compliqué. Ta mère était déjà en France, du coup, avant que tu arrives ? Ma mère, elle est arrivée, oui, 1 an avant moi. Donc, elle est arrivée, elle a commencé à travailler, elle a rencontré quelqu'un, elle s'est mariée, et après, elle est tombée enceinte. Et après, elle est venue me chercher parce qu'elle a payé pour venir me prendre parce que c'était compliqué pour elle. Et donc, bon, t'avais 2 ans, tu t'en rappelles peut-être pas forcément, mais comment t'es arrivée, tu t'es installée, parce que du coup, en plus, tu nous as dit que son conjoint était
pas quelqu'un de recommandable. Je suis arrivée en France, mais je me rappelle, hein, j'ai une mémoire... tu sais, quand t'as été traumatisée par des choses quand t'étais petite, toute ta mémoire est reste. J'ai des souvenirs d'Haïti alors que j'avais que 2 ans. J'ai des odeurs, des endroits que je connais. J'ai décrit à ma mère, elle m'a dit, mais comment tu peux savoir ça? Mais en fait, c'est ça, les enfants, quand on est traumatisé par des choses, on se rappelle de beaucoup, beaucoup de choses. On se raccroche à notre mémoire, quelquefois ça peut nous aider ou nous enfoncer, mais moi, ça m'a pas mal aidé. Et c'est vrai, quand je suis arrivée en France, je suis arrivée chez ma plus grande tante et on vivait dans un HLM, on était, je crois que 7 ou 8. Tu vois, donc c'était horrible. On était plusieurs familles, c'était la même famille, mais voilà. Et on essayait de s'entasser un peu partout. Donc, mais j'aimais bien cette période parce que j'essayais de découvrir des choses, j'entendais des choses, j'entendais le français correctement et j'apprenais, je parlais créole. Je parle plus créole, mais je parlais créole super bien et je parlais français, donc c'était top. Mais après, il y a eu ce moment où chez moi, il y avait beaucoup de disputes. Et du coup, je me disais, mais je sais pas pourquoi les gens aimaient pas beaucoup ma mère là-bas. Peu de temps après, j'ai compris que ces personnes-là qui aimaient pas ma mère, c'était mes tantes. Je dis, ah, ok, j'avais pas compris trop l'histoire, mais je sais qu'ils aimaient pas ma mère, si ça c'était pas bien, elle était pas à l'aise. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est partie chercher un appartement, quitter là-bas. On était à Stein, à Saint-Denis. Voilà, et après, on est parti pour aller vivre au Pré-Saint-Gervais. C'est vers où ça? Pré-Saint-Gervais, c'est en plan Paris. Ok. C'était top. Je suis très nulle Non, pas de souci. géographie. Ok, et du coup, donc là, quand vous êtes que avec ta mère, est-ce que du coup, il y a aussi son conjoint? Il y a mon beau-père, ma mère, et du coup, ma petite sœur qui arrive très vite parce qu'elle a accouché et elle est toute petite. Donc, on est tous les 4. Et au début, en fait, je vois juste que cet homme-là me déteste profondément. À chaque fois que je suis quelque part, il me pousse, il me bouscule, il me pince quand ma mère, elle voit pas. C'est vraiment, franchement, j'avais l'impression qu'il me détestait. Mais j'avais compris. J'ai dit, ok, c'est ok. Il m'aime pas, je suis pas sa fille, je comprends. De toute façon, j'ai bien compris que j'ai pas de papa. Je sais pas trop ce qui se passe, mais j'ai compris que j'ai pas. Donc, c'est ancré. Il y a aucun souci. Et en fait, il se passe la même tante qui m'a sauvé la mise 2-3 ans avant, qui a fait en sorte que je me fasse pas kidnapper. C'est cette même tante-là qui va créer une histoire vraiment débile où du coup, mon beau-père va penser que ma mère le trompe. Et du coup, à cause de cette histoire-là, je me rappellerai tout le temps. C'est un truc que tu peux pas oublier. Je me rappelle quand ma mère revient, elle dit, mais j'ai rien fait, je sais même pas de quoi tu me parles. Et lui dit, oui, mais si, ta sœur, elle a dit ça, et puis ça, et puis ça. Et après, il la regarde et il lui dit, tu sais, j'ai été gentil avec toi jusqu'à maintenant, mais à partir d'aujourd'hui, ça va être la misère. Et moi, je comprends pas. Sauf qu'il me regarde, il me jette un regard que je connais pas. J'ai 4 ans et je sais que ce regard-là, il me glace le sang. Je me dis, bon, je sais pas. Et en fait, ma mère, elle attendait peut-être une dispute, quelque chose, et elle voit qu'il dit rien, il fait rien. Et en fait, c'est à partir de ce soir-là, le soir, c'est là qu'il a commencé à venir me chercher. Donc de mes 4 ans, et ça a duré jusqu'à mes 9 ans que j'en puisse plus. Mais à partir de ce moment-là où il a dit à ma mère, en fait, j'étais gentil. En fait, le truc gentil, c'était qu'il me détestait, genre, il me touchait pas. En gros, je la touche pas parce que je t'aime et que je te respecte, donc je la touche pas. Mais vu il y a l'excuse de, tu me trompes, alors maintenant, tu vas voir ce que je vais faire avec ta fille. Et là, ça a été, l'enfer. Ok, donc en fait, sa vengeance, entre guillemets, c'était que sur toi. Ouais, c'est bon. Non, parce qu'elle s'est juste dit, c'est bon. Après, elle est repartie voir ma tante. Elle lui a dit, mais pourquoi t'as créé ça? Non, mais je rigolais, genre, voilà. Donc, c'est son truc, elle rigolait. Donc, sa blague, soi-disant, ça a fait en sorte que pendant 5-6 ans, moi, je me fasse agresser tous les soirs, sans arrêt. Ta mère, elle le savait? Non. Alors là, je pense que si ma mère le savait, elle l'aurait tué, je crois. Tu vois? Non, elle le savait pas. Et tu sais, ils ont cette façon de faire, de te dire, au début, c'est normal, tu vois. En fait, c'est normal ce que je te fais. Oui, c'est normal, c'est parce que je t'aime, c'est parce que tu vois, t'es ma belle-fille. C'est comme ça que ça se passe entre les beaux-pères et les belles-filles. Et en fait, quand ça commence à faire mal, que ça commence à te faire souffrir, ils te disent, oui, mais c'est normal, tu vois. Et ils appuient dessus. Et quand tu dis non, je veux pas, si tu le dis, ta mère, elle va mourir. Ta petite sœur, elle va mourir. Ça veut dire, tu vois, ils amplifient le truc jusqu'à ce que tu saches plus quoi faire. Et moi, je me rappelle, franchement, c'était très compliqué. Et il y a un moment, dis-toi, tu vois, 4 ans, et 2 ans après, genre je vais avoir 6 ans, il arrive et il me fait un truc qu'il a pas l'habitude. Et du coup, ça me fait mal. Et là, je me rappelle, je pleure, il y a une sorte de fête à la maison. Moi, je vais dans mon coin et en fait, je me mets à pleurer parce que j'en peux plus, parce que je supporte pas. Et je me rappelle, je vais voir ma plus grande détente, vraiment la plus grande. Genre c'est elle chez qui on était quand j'étais petite.
Et je suis sûre que les autres, je suis pas sûre de ce qu'elles sont parce qu'elles embrouillent ma mère tout le temps, mais je suis sûre que celle-là, c'est ma tante. Donc je vais la voir, je lui dis, bah voilà ce qui se passe. Et j'essaie de lui expliquer avec des paroles d'enfant. Il me fait du mal tous les soirs. En plus, il me dit que ma mère, elle m'aime pas et que si jamais j'accepte pas, ben on m'envoie en Haïti. Et sa réponse a été oui, il a raison. Elle a pas cherché, franchement, je vais pas mentir, elle a pas cherché à comprendre ce qui se passait. Tu vois? Mais elle a juste dit oui, il a raison. De toute façon, ta mère t'aime pas. Alors, pourquoi? Parce que 3 jours avant, c'est elle qui m'emmenait tout le temps à l'hôpital quand j'étais malade à Necker, à l'hôpital de Necker, parce que j'avais des crises d'angoisse, mais personne ne savait d'où ça venait, parce que moi, j'osais pas parler, je disais pas. Et en fait, du coup, à un moment, il y a une dame qui lui a dit, ah, elle est très jolie, votre fille. Et moi, j'ai dit, c'est pas ma mère, c'est ma tante. Et elle l'a super mal pris. Voilà. C'est logique, c'est vrai. Et du coup, comme elle l'a mal pris, bah, elle a décidé de pas me supporter trop. Voilà. C'est en gros, ça a été très compliqué. Donc du coup, une enfant te dit, ben voilà, mon beau-père, il me fait du mal, tous les soirs, il me fait mal aux fesses, ça me fait mal, j'en peux plus. Et en plus, il me dit que ma mère, elle m'aime pas. Oui, il a raison. Oui, donc en fait, toi, ça t'a dit, bah, si elle dit qu'il a raison, c'est que c'est normal. C'est ma tante, c'est la plus grande de mes tantes. Ma mère, elle m'a dit, tu peux lui faire confiance, si t'as un problème, tu l'appelles. Obligatoirement, je me dis que oui, elle sait. Et effectivement, moi, c'est resté avec tous les mensonges qu'il m'a dit. Si tu le dis à ta mère, tu vas mourir, ta sœur, elle va mourir. D'accord, en fait, oui, donc il a raison. Et du coup, je subis ça encore, jusqu'à ce qu'une dame passe dans l'école et commence à parler du consentement. Et elle chante sa petite chanson et en fait, moi, à un moment, je lui dis, mais et ici, c'est ton beau-père qui te fait du mal et que tu veux pas. Elle comprend pas. Elle me dit, personne n'a le droit de te toucher, si tu te sens pas à l'aise avec des inconnus. Et en fait, elle reste avec ce truc de l'inconnu qui peut te toucher ou te faire des trucs. Oui, alors que ça peut être à la maison, quoi. Alors que ça peut être à la maison. Alors du coup, je me dis, bon, il y a quand même un truc qui va pas. Et là, je commence à parler à mes copines. Je leur dis, mais toi, ton père, quand il vient te chercher la nuit et qu'il te fait mal, mes copines, elles me disent, de quoi tu parles? Genre, personne fait ça. Mon beau-père, mon papa, il me lit une histoire, ou ma maman, et après, je dors. Et je dis, dans la nuit, tu te réveilles pas? Ben non, la nuit, je me réveille pas du tout. Et moi, je me dis, en fait, c'est pas normal. Donc, je pensais que c'était tout le monde pareil, parce que c'est ce qui m'a fait croire. Mais en fait, c'est pas tout le monde pareil. Et je vais voir une autre copine, qui est ma meilleure copine aussi, et je lui demande à peu près la même chose. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Genre, non, rien. Jamais, genre, une histoire et dodo. Alors, je me suis dit, en fait, il y a un problème. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment à me rebeller et dire, non, je veux pas que tu me touches. Et à un moment, j'ai un accident, et du coup, je me casse les 2 pieds. Tu sais, le bras. Ah non, mais laisse tomber. Le bras, là, ça a été fêlé. Et du coup, ça fait que je me retrouve bloquée. Et du coup, là, pendant 2 mois, je crois, 2-3 mois, je peux plus aller à l'école. Je me retrouve bloquée. Et en fait, lui, il continue à essayer de me faire ce qu'il faisait. Et à un moment, en fait, il me tourne la tête pour essayer. Je peux même pas bouger, hein, c'est vraiment. Tu vois juste une enfant de 8 ans et demi qui peut pas bouger, tu tournes la tête pour essayer de faire ce que tu as besoin de faire, tu vois. Et en fait, comme il me fait mal, je crie. Et quand je crie, je vois que, en fait, il part, il court. Et du coup, je me dis, ma mère, elle se réveille parce qu'attends, il fait ça. Dis-toi qu'on est dans une maison où il y a ma mère et on dort tous dans la même chambre. Vraiment. Moi, il venait me sortir de ma chambre de notre chambre à tous, parce que moi, j'étais avec le lit superposé avec ma petite sœur. Et du coup, il vient me sortir de la chambre pour aller dans le salon. Tu vois, c'est-à-dire le salon, c'est au même endroit. Ouais. Et du coup, comme ma mère, elle ronfle, il se dit, voilà, elle dort, il n'y a pas de souci. Mais c'est comme ça qu'il fait, tu vois. Donc là, il vient, il essaye de me faire un truc, sauf que je peux plus bouger, donc je reste dans mon lit. Là, du coup, je crie. Ma mère commence à un peu se réveiller. Là, il court. Et là, je me dis, attends, si quand je fais du bruit, en fait, ma mère se réveille et il part, ça veut dire que c'est vraiment pas normal. Donc, tu vois, ça me met vraiment en tête, il y a un truc qui va pas. Et du coup, chaque fois qu'il essaye, après, je hurle. Franchement, je hurle, tu vois. Et du coup, ma mère, après, elle se réveille, après, elle vient, et voilà. Et donc en fait, mais ta mère, tu lui disais quoi pour pas que j'avais des plâtres de partout, je lui disais juste que j'ai mal. C'est tout, c'était j'avais un plâtre là à droite, je lui disais mon pied il a bougé, ça me fait mal, et elle venait, elle restait à côté de moi, elle me parlait, après elle me chantait des petites chansons, du coup pour que je m'endors. Et du coup, ça fait que lui il revenait pas à me réveiller. Et tu t'es jamais dit OK, vu qu'elle est là, je peux lui dire c'est lui. Tu sais, il est rentré dans ma tête en me disant que si jamais tu le dis à quelqu'un, tu vas mourir. Ah ouais, après un moment, quand je lui dis, moi, je m'en fous de mourir, alors tu vois, c'est ta mère qui va mourir. Après, ça a été, quand il a vu cette période-là où j'ai eu le plâtre et tout, et vu que je voulais plus, il me disait cette phrase, il me disait, si tu veux pas, je prendrai ta petite sœur. C'est ou toi ou elle. Donc du coup, tu vois, là, ma sœur, elle entend, je parle avec ma sœur, je lui dis, je sais pas ce qu'on fait. Et je me rappelle, ma mère part travailler, elle nous laisse avec lui.
Et du coup, je me réveille et en fait, je sais pas comment je peux le dire parce qu'il faut rester soft. On va dire que je me réveille et il est sur moi avec son appareil génital dans la main, on va dire ça. Et j'ai du blanc partout sur moi. Et moi, je me réveille et je hurle, en fait. Ma sœur, elle hurle. Du coup, on pète un câble. En fait, je pense qu'on a pété un câble. Elle et moi, on n'en pouvait plus. Parce qu'elle savait que je souffrais, que je disais rien, qu'il faut pas dire à maman. Et du coup, je me rappelle de ce jour-là, on court, on s'enferme dans la salle de bain. Moi, je me lave parce que c'est dégoûtant, tu vois. Et je crie, je hurle, j'en peux plus. Et ma mère, je sais qu'elle va bientôt arriver. Et en fait, ma sœur, elle a 2 ans de moins que moi. Et elle lui dit, ouais, de toute façon, je vais le dire à maman, j'en ai marre de ce que tu fais, j'en peux plus et tout. Franchement, ma petite sœur, incroyable. Et quand ma mère, elle arrive, lui, il part. Ma mère, elle arrive et là, on lui dit. Le truc de fou, c'est que je lui dis même pas tout. Je lui dis juste, voilà, je me suis réveillée et voilà ce qu'il y avait sur moi et il était sur moi. Elle m'a juste dit, stop, je te crois. Je me rappelle, elle m'a dit ça, elle m'a dit, bouge pas, je te crois. Maintenant, explique-moi ce qui s'est passé. Et pour contester le truc, on n'avait pas de papier. Tu vois, donc comment te dire que moi, que la dame qui est venue, oui, il faut aller voir la police, je veux pas voir la police parce qu'on me dit que si je vais voir la police, je retourne dans mon pays, un pays où je connais personne, j'ai pas envie d'y aller et en plus toutes mes copines elles sont en France, donc comment tu veux que je parte, tu vois? Et là ma mère elle me dit écoute, on va aller voir la police quoi. Et elle m'emmène sans papier voir la police, parler avec des gens, des femmes super qui me demandent un peu ce qui s'est passé. Et moi, je leur dis, en fait. Et elle dit à ma mère, en gros, il faut vraiment partir, faut pas rester, papier ou pas papier, on s'en fout, faut vraiment partir de là parce que, il est malsain et il va continuer à faire du mal à votre fille. Et du coup, le lendemain, on est parti, quoi. Mais ma mère, c'est incroyable. On est chrétien, donc le divorce, c'est compliqué. On n'a pas de papier, donc aller voir la police, c'est tout aussi compliqué. Mais elle le fait parce qu'elle m'aime et que, et voilà, tu vois, c'est pour ça que je te dis, si elle l'avait su, ou si elle avait eu un doute, non, on serait parti depuis longtemps. Mais à l'époque, moi, je savais pas. Déjà, c'est bien qu'elle t'ait cru direct et qu'elle a su te protéger. Ah oui, non, elle m'a dit cette phrase. Elle m'a dit, je te crois. J'avais jamais entendu ça. Tu sais, quelqu'un qui te regarde et qui te touche, qui te dit, oui, je te crois maintenant, parce que moi, je suis petite, je suis en train de parler beaucoup, on comprend pas vraiment ce que je dis, je suis en train de pleurer, il y a tout. Et elle me dit, voilà, elle me dit, attends, elle me dit, respire, je te crois, explique-moi ce qui se passe. Et je vais même pas tout expliquer. Elle avait vraiment juste ce truc-là. Elle avait pas toute l'histoire. Là, à ce moment-là, elle sait pas ce que ça fait depuis que j'ai 4 ans. Elle sait pas que, tu vois, elle sait juste qu'il y a un truc qui est arrivé et on est parti. Tu vois? Donc, ouais, non, elle m'a protégée à fond. Je kiffe trop ma mère. Tu fais bien. Non, mais oui. Pardon. Pas de soucis. Et après ça, du coup, vous allez où? Après ça, on va chez ma tante. C'est la même grande qui m'a dit, ouais, il avait raison. Et du coup, chez elle, en fait, moi, je me suis dit, ouais, j'ai quitté l'enfer, là-bas, vas-y, viens, on y va encore. Je savais pas. Et en fait, là, c'est plus compliqué. Parce que, ok, je subis plus rien, en fait, on me touche pas, voilà. J'apprends à avancer, à rigoler, à continuer à faire des chansons, à continuer à m'amuser avec mes petites sœurs, avec ma petite sœur et mes cousines. Et du coup, en fait, elle est dans la maltraitance, tu vois. Donc, elle nous frappe pas. Elle a jamais levé la main sur nous. Mais en gros, ça va aller. Ma mère fait des courses et du coup, elle nous donne pas à manger. Elle nous donne. En fait, moi, j'ai du mal avec ce qui s'est passé avec mon beau-père. Et surtout, il me disait une phrase, oui, de toute façon, tu supportes ce que je te fais parce que de toute façon, c'est grâce à moi que tu manges. Et tout ce qui est nourriture haïtienne, c'est la meilleure nourriture du monde. Je la mange pas. Je la mangeais pas. Non, je pouvais pas. Parce que je le voyais manger son riz, je le voyais, et à chaque fois, et après, le soir, quand elle a fini de manger, il venait m'agresser, tu vois, en me disant, c'est grâce à la nourriture. Donc, je mangeais pas ces trucs. Mais je mangeais des frites, ouais, steak, genre des trucs, bon, allez, voilà. Et du coup, ma mère, elle savait que j'avais du mal à manger des trucs, donc elle faisait des courses pour que je puisse manger ce qu'il faut. Et ma tante, tout ce que ma mère faisait, toutes les courses, c'était pour ses filles. Et nous, on mangeait du riz. Moi, je mange pas de riz, donc au final, je mangeais pas. C'était que des trucs comme ça. Et après, je me dis, si je vais me plaindre à ma mère, moi, je suis un enfant et je me dis juste peut-être qu'on va retourner chez mon beau-père. Alors moi, j'ai peur, donc autant rester là. Après, je me rappelle, tu sais, la nourriture, c'était quelque chose. Mais je crois que le pire truc qu'elle nous a fait, c'est qu'on était avec ma petite sœur. On était avec ma petite sœur et mes cousines. Et on part jouer dehors, tu sais, il y a de la neige, il fait beau, tu sais, c'est beau. Et là, on se dit, vas-y, on fait un bonhomme de neige. Et moi, je pars avec mon manteau, mais juste un petit pull très léger. Ma sœur, du coup, elle a chaud tout le temps. Donc, elle avait juste un petit pull. Et à un moment, on part à 17h, elle fait rentrer mes cousines. Et on frappe à la porte, elle nous dit non, on rentre pas. En plein hiver, donc ma sœur commence à avoir froid, donc j'enlève mon manteau, je lui donne, hein, c'est moi sa grande sœur, c'est normal. Et du coup, on se retrouve de 17h, peut-être jusqu'à 22h30, 23h, avant c'est quand une de mes autres tantes arrive, que du coup, elle nous laisse rentrer.
Mais sinon, elle nous a pas du tout laissé rentrer. Elle nous a laissé dehors comme ça. Donc, pour te mettre le truc, on est à Stein, tu vois. À tout moment, on part avec toi. Donc, voilà. Et t'es là, t'es en panique, tu sais pas où aller, tu frappes, on la supplie, on lui dit, bon, on a faim, on est fatigué. Non, non. Elle a dit, ouais, je vous avais pas dit de sortir. Mais pourtant, si. Ben, on serait jamais sorti si elle nous avait pas dit. Donc, voilà. Et après, quand il y a ce truc-là qui se passe, bon, du coup, toujours ma petite sœur, hein, elle a le plus de courage que moi. Elle le dit à ma mère, elle dit, voilà ce qui se passe. Et un mois après, on déménage avec ma mère. On part. Pourquoi est-ce que ta tante avait tant de haine sur vous? Parce que moi, personnellement, c'était juste parce que les gens me disaient que j'étais jolie, que je savais chanter. Et du coup, on disait pas que ces filles, elles étaient très jolies. Alors qu'elles étaient magnifiques. C'était mes cousines. Moi, je les aimais trop. Donc, il y a pas de souci. Mais c'est vraiment elles détestaient toujours ma mère depuis qu'elles sont petites. Mes tantes aiment pas ma mère. Là, aujourd'hui, ça s'améliore avec quelques-unes d'entre elles. Mais elles sont beaucoup. Il y a beaucoup de filles. Je crois qu'il y en a 7. Il y a beaucoup de filles. Et du coup, ma mère, c'était vraiment celle qui était tout le temps collée à ma grand-mère. Et c'était la préférée de ma grand-mère. Quand ma grand-mère, elle est arrivée en France, c'est le premier truc qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, moi, je peux pas vivre sans ma fille, quoi. Et voilà. Et je pense que c'est ce petit truc de jalousie qui a augmenté. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc, tu vois. Donc, on part d'un truc de quand on est jeune, ben, on préfère celle-là. Et après, ça finit par des catastrophes derrière, quoi. Mais c'est juste ça, hein, c'est ma mère qu'elles aimaient pas. Moi, j'étais juste le truc, bon, ça passe par moi. Mais voilà. Ouais, la jalousie, ça gâche beaucoup de Ça choses. sert à rien en plus, mais bon. Est-ce que, en dehors de ça, parce que j'imagine que tu allé quand même à l'école, est-ce que tu avais l'impression que ta situation familiale était un peu connue de tous? Non, à l'école, je me faisais trop harceler pour ça. Bah oui, ce serait trop bien. À l'école, tu sais, le harcèlement, il a commencé quand j'étais au Pré-Saint-Gervais, avant de partir de chez mon beau-père. Bah du coup, en fait, il y a un truc qui m'arrive avant. Je m'assois, tu sais, sur des cerises et ma mère rigole. Elle me dit, regarde, t'as une tache rouge sur les fesses. Bah du coup, maintenant, tu t'assis sur les cerises. Bon, on garde ça. J'arrive quelques temps après. C'était au moment où j'avais mes béquilles. Il me restait qu'une béquille. Il me restait qu'une béquille, ouais, voilà, j'avais qu'un plâtre. Et du coup, je vois ma maîtresse que j'aime beaucoup. Je vois bien qu'elle m'aime pas plus que les autres, mais moi, je l'aime bien. Ça me dérange pas, j'ai pas besoin d'être la chouchoute. Et du coup, à un moment, elle se lève et moi, je vois une tache rouge sur ses fesses. Donc, dis-toi, tu vois, j'ai 8 ans et demi. Alors, du coup, je rigole et je lui dis, ah, tu t'es assis sur des cerises, toi aussi, bah, bien fait, tes fesses, elles sont rouges. Et c'est bien sûr que c'est pas ça. Bien sûr que je ne le sais pas. Et du coup, tout le monde rigole parce que à l'école, moi, je pensais pas à ce qui se passait à la maison. À l'école, je rigolais, je parlais avec tout le monde, j'étais marrante. Voilà, on dansait à l'époque. Oh là là, Dieu m'a donné la foi, là. On dansait dessus, on faisait des trucs. Et du coup, j'étais vraiment sur ça. Et je me rappelle, sur là, c'est la première fois que j'ai entendu quelqu'un m'insulter. Elle m'a dit, ouais, espèce de sale noire et tout. Ouais, ça m'a choquée. Et moi, et elle m'insulte et tout, ouais, fallait rester dans ton pays, retourne dans ton pays, mais que des trucs comme ça. Et en fait, je me rappelle, je me retrouve dans ma meilleure copine, qui, bah, du coup, elle est blanche, quoi. Et je lui dis, je suis noire, moi. Elle me dit, je sais pas. Je lui dis, mais pourquoi elle me dit ça? Je sais pas. Et du coup, non, elle a pris le somme contre moi à cause de cette histoire. En rentrant, je dis même pas à ma mère, parce qu'en fait, c'est pas la peine, ça sert à rien. Sur le coup, je me dis, bon, bah, j'ai pas trop compris ce qu'elle m'a dit. Je sais juste qu'elle est en colère parce que j'ai dit qu'elle s'était assise sur des cerises. Et moi, je dis rien. Je dis rien du tout parce que je comprends pas. Et je me rappelle après, quelques jours après, moi je suis toujours avec ma béquille et tout. Et en fait, moi, j'arrive pas à poser le talon parce que je me suis vraiment fait mal. Et mon pied est en train de se réparer. Et elle me voit, en fait, à l'époque, j'avais une amie, elle s'appelait Marion. Et du coup, elle était handicapée. Et en fait, elle marchait pas les pieds posés, elle marchait toujours les pieds un peu surélevés. Et je lui disais, mais comment tu fais? Parce que j'aimerais bien faire pareil, innocente. Et elle me dit, ben, dans ces cas-là, prends tes béquilles. Et en fait, appuie-toi que sur tes béquilles. Elle me montre comment faire. Donc là, je suis contente, je peux jouer avec tout le monde. Et en fait, la prof me voit de loin et elle décide que je fais semblant d'avoir un plâtre, attention, que je fais semblant d'avoir mal et que du coup, en vrai, j'ai rien. Donc, on m'enlève mon plâtre et là, on me met une sorte d'attelle, voilà, une attelle. Et du coup, j'appuie pas. Et en fait, je me rappelle, elle vient et elle me regarde de loin, elle me dit, ah, espèce de menteuse et tout. Et elle me prend les épaules et elle me met sur le sol. Et du coup, mon pied, il fait crac. Et là, je tombe par terre parce qu'en fait, le pied, il sépare. Oh là là. Et là, bien sûr, les pompiers arrivent. On demande ce qui s'est passé, ben moi j'explique que c'est la maîtresse. Ma mère dit mais de quoi tu parles? Et là tout le monde, oui, la dernière fois elle l'a dit sale noire. Et là tout le monde raconte. Et là elle est partie. Je l'ai plus jamais revue cette maîtresse. Voilà. Heureusement. Donc ma mère elle a pété un câble. Après elle est partie. Bon nous après on a déménagé. Mais en arrivant dans la nouvelle école, je me rappelle que j'étais super grosse. Tu vois j'étais bien ronde. Moi j'aimais bien mais bon
les gens. Et du coup, j'avais pas trop de cheveux, donc mes cheveux ils étaient coupés. Et du coup, je me rappelle quand j'arrive dans la classe, la prof elle dit bon bah on va accueillir un petit garçon aujourd'hui. Je fais bah non, je suis une fille. Et là, c'est parti. Donc elle se moquait de moi, eux ils se moquaient de moi. Et du coup, c'est resté comme ça pendant quelques temps. Pardon, mais c'est fou que les profs aussi se mettent sur toi. Ouais, si tu savais, les profs m'aiment pas. Je suis dyslexique, je suis HPI, HPE, et j'ai un TDAH énorme. Donc du coup, ça Alors, fait attends, que... Ah ouais. Est-ce que tu peux expliquer tout Alors ça, du coup, en fait, je t'explique, c'est après d'être partie de chez ma tante, quand j'ai quitté l'école, ben, en fait, ma maman, elle comprenait pas, puisqu'elle me disait, comment tu peux parler avec des adultes et être aussi clair, mais qu'à l'école, t'arrives pas à écrire et il y a un truc qui va pas. Donc orthophoniste. Donc on est parti voir orthophoniste pour ce qui allait pas et pédopsychiatre pour ce que j'avais subi. Alors du coup, en fait, c'était au même endroit. Hein, et en fait, c'est l'orthophoniste qui me posait des questions. Elle m'a dit, mais elle rigole. Elle dit à ma mère, mais elle a un TDAH. Je dis, on sait pas ce que c'est. Une sorte de trouble de l'attention, tu vois. Mais en fait, moi, je le prends plus comme j'ai plein d'idées qui fusent dans ma tête. Je peux faire plusieurs trucs en même temps. J'arrive pas à faire un seul truc. C'est compliqué. Donc, là, maintenant, aujourd'hui, oui, c'est pas pareil. Mais quand j'étais petite, je pouvais écrire une chanson, tu vois, faire des symphonies. Alors, je sais même pas, je connais pas d'instrument, mais je pouvais créer des musiques comme ça, tout en faisant des petits trucs de cinéma, j'étais vraiment partout et en faisant des vêtements, puisque moi, j'aimais trop. Et en fait, mon esprit, il vague, tu vois. Et à côté de ça, ben, le HPI, c'est juste que j'ai un haut potentiel. C'est juste que je comprends des trucs, voilà, je comprends bien des trucs. Mais c'est pas pourtant que j'avais des très bonnes notes, tu vois. C'est juste que j'aime pas trop l'autorité. Ça, je sais que ça vient de là. J'ai du mal avec, obligatoire. Fais ça. Ça m'énerve, j'ai du mal. Et HPE, en fait, elle m'a expliqué que c'est parce que le côté vraiment hypersensible. Vraiment avoir une empathie très, très forte pour les gens. Il suffit juste que tu me parles un peu et du coup, ben, moi, je comprends ce que tu vis et en fait, on en parle. Et après, je me dis, ah, mais t'as vécu ça aussi? Non, c'est juste que je t'écoute et je comprends ce que tu vis. Et voilà. Donc, mais sauf que j'avais une dyslexie. Mais ma dyslexie, c'est vraiment, je crois que c'est les traumas que j'ai subis qui m'ont mis ce truc-là parce que je l'avais pas avant comme ça. Et en fait, ça s'est exaspéré. Et vraiment, du coup, ça fait que t'es un enfant où on te dit, voilà, elle est HPI, mais elle peut pas écrire chien, tu vois. Elle a du mal parce que elle va écrire niche tout le temps et elle va te dire, mais non, mais c'est les mêmes lettres, c'est le même truc. Et tu vois, c'est que des trucs comme ça. Donc, il y avait des profs, ils avaient du mal avec moi. Oui, enfin, c'est leur métier quand même d'avoir de la patience avec les enfants. C'est compliqué. Et surtout qu'en plus, moi, je parlais pas beaucoup. J'essayais pas de faire rire. Je parlais pas. Mais je mentais. Oh là là, oui, je mentais aussi. Non, si, c'est vrai. Il faut le mettre. C'est que j'avais ce truc où, quand j'ai quitté chez mon beau-père, ma mère m'a dit ça, le dis à personne. Dans le sens où c'était même pas le sens où elle voulait pas qu'on sache ce qui m'était arrivé, c'est même pas ça. C'était que vu que ses sœurs, elle avait ce trauma de se faire insulter, qu'on lui crée des histoires, elle m'a dit, si tu dis ça, elles vont aller parler sur toi, donc on dit rien. Et à la place, on va voir le pédopsychiatre et là, tu peux tout dire, tu vois. Pédopsychiatre, tu peux parler, tu peux tout dire. Et le souci, c'est que moi, j'ai été élevée avec les dessins animés où t'as ta meilleure amie et t'es censée lui parler, tout lui dire. Moi, j'avais déjà quitté ma meilleure amie, Hélène, donc je me suis dit, j'en veux pas d'autres. C'est ma seule meilleure amie jusqu'à maintenant, tu vois. Et je me suis dit, ben, j'en veux pas d'autres. Et après, je sais que j'ai fait en sorte, je me suis dit, ben, j'avais vu qu'il y avait une fille qui mentait dans la classe et personne ne voulait être à côté d'elle. Alors je sortais 2-3 mensonges, vraiment bêtes, et un que ma mère m'a fait vraiment parce que à l'époque il y avait une série et je lui disais mais qui est mon père? Elle m'a dit c'est ce gars-là qui passe à la télé. J'ai dit aux gens ouais c'est lui mon père, donc tout le monde se moquait de moi en disant mais tu mens et moi je dis non ma mère elle me l'a dit donc c'est sûr. Et je me suis rendu compte en fait mentir ça fait en sorte que les gens t'approchent pas, ils veulent pas savoir qui t'es. Et en fait, tu restes à l'écart. Et c'est exactement ce que j'avais besoin. Je voulais pas qu'on me voie, parce que j'étais le centre de l'attention de mon beau-père tous les soirs. Donc, en vrai, j'avais fini avec ça. Je voulais plus qu'on me voie. Je voulais pas qu'on me touche. Je voulais pas qu'on reste à côté de moi. Donc, je me suis dit, c'est pas mal. Et c'est vrai que je mentais aussi. Je mentais un petit peu quand j'étais petite. Ouais, donc en fait, c'était ta carapace de mentir. Elle était bien. Mais jusqu'à ce que, en CM2, en fait, je devais déménager encore. Et là, mon prof, il m'a dit, c'est dommage. Il m'a dit, on avait fait une petite chanson, Belle-Île en mer, on l'avait appris en poésie, en chanson, et je l'ai chantée. Et il m'a dit, t'as une voix extraordinaire. Il m'a dit, franchement, t'as un truc chez toi. Il m'a dit, je sais pas pourquoi tu mens. En plus, tu mens, ça se voit que tu mens, tu fais exprès. Tu sors pas des petits mensonges qu'on peut pas savoir. Tu sors un truc où t'es sûr que toute la classe va pas t'aimer. Et je lui disais, je veux pas qu'on me touche, je veux pas qu'on s'approche de moi. Il m'a dit, je sais pas qui t'a fait du mal. Mais je pense que tu devrais, tu vois, il m'a expliqué qu'en gros, que nous, on était des livres et que là où il y a un chapitre, il m'a dit là, tu peux écrire un nouveau, ce serait bien que tu ailles dans le collège sans être cette fille-là, quoi. Et du coup, c'est ce que j'ai fait.
Arrivée au collège, là, j'ai dit, ok, ben, je mens plus, je fais attention à ce que je fais, j'arrête, et j'essaye de m'ouvrir aux autres. Erreur. J'allais dire, ça t'a fait du bien. Erreur, parce que quand je suis arrivée au collège, on déménage, je vais vivre à Argenteuil, et vraiment, un nouveau collège et tout, je me dis, ça va aller. Et en fait, ma mère, erreur qu'elle fait, c'est qu'elle dit à ma professeure de français, ah bah voilà, HPI, et elle lui explique tout, hein, mais sans rentrer dans les détails. Et du coup, vu que je suis pas très bonne en français, j'ai du mal, alors qu'en histoire, j'ai des très très bonnes notes, en musique, excellente, mais du coup, elle me prend en grippe. Je me rappelle, ma professeure, elle m'a mis debout devant toute la classe. Elle a pris mon devoir et en fait, elle me l'a fait, tu vois, elle m'a posé les questions à l'oral. Et bien sûr, à l'oral, je réponds, il n'y a pas de souci. C'est à l'écrit, ma dyslexie, elle est là. Et elle est forte et du coup, j'écris mal et je fais des fautes. Et elle me dit, c'est dommage que c'est pas allé à l'oral, parce qu'à l'oral, t'aurais eu 20. Mais là, du coup, t'as 0, vu que t'es qu'une merde. Je dis, ok. C'est ces termes. Ouais. C'est chaud de ouf. J'ai dit, oh purée, putain, je suis ok. Et après, quelques jours après, et je sais pas pourquoi elle m'aime pas, elle me met debout et elle dit à toute la classe, je vous laisse 2 secondes pour l'insulter. Chacun, ah oui, tout le monde. Et après, elle a dit, bien sûr, ceux qui ne veulent pas, je leur mets un 0. Ils m'ont tous insulté. Toute la classe. Donc, en fait, elle a donné, et je peux même pas en vouloir aux enfants parce que tu grandis et tu te dis, bon, moi, je l'aurais pas fait. C'est mort. Parce que même, avec ce que j'ai subi, je l'aurais pas fait, mais je pense que j'aurais quand même pas fait. Je tenais pas vraiment aux notes, tu vois. Mais elle m'a mis debout devant tout le monde. Elle a dit à tout le monde, insultez-la. Et elle a laissé la porte ouverte aux gens, et ce qui fait que toute l'année, j'ai redoublé. Je me suis fait insulter tout le temps. On me traitait tout le temps. Elle m'insultait dès que j'arrivais. Et j'avais ce mal-être-là, mais j'étais avec ma mère chez moi, j'avais ma chambre rien qu'à moi. Tu vois, j'étais tellement bien chez moi que je voulais pas qu'on redéménage, parce que ma mère, dès qu'il y a un souci, dès que ça va pas autour de moi, et c'est super, hein, mais du coup, on partait. Et du coup, voilà, je voulais pas partir, tu vois. Et alors là, ça a été, c'est ma première année de 6e, je m'en rappelle, ça a été l'enfer. Dès que je rentrais dans sa classe, je me faisais insulter. C'était le premier truc qu'on faisait, m'insulter. Et après, on apprenait quelque chose. Moi, j'apprenais pas, puisque j'étais pas bien, mais c'était ça, quoi. Attends, mais c'est fou, parce que, tu sais, à l'école, on nous dit attention, harcèlement entre les camarades et tout, mais si même les profs s'y mettent... Pas à l'époque. Hein. À l'époque, c'était pas du... C'était la prof qui parlait. Hein. On te traite de bamboula, vas-y, normalement, tu peux courir plus vite. Mon prof de sport, tu peux courir plus vite, normalement. Ah, ok. Ah, d'accord. Ouais, parce qu'en plus, c'était pas juste des insultes, genre t'es nul. Non. Les t'es nul, ça, j'avais l'habitude. En co, comme ils disaient que t'es nul, tu sers à rien. Je pense, tu sers à rien. Tu vas jamais servir à rien. Bon, d'accord, j'ai l'habitude. Mais là, en fait, c'est que c'est toi, tu te mets debout. En plus, elle m'avait mis bien au milieu de la classe, comme ça, j'étais vraiment debout. Et là, et en plus, et je me rappelle de cette phrase, tu les regardes dans les yeux. Hein. Ah bah oui. Et du coup, je devais regarder chaque personne qui m'insultait, qui trouvait quelque chose à dire sur moi. Et voilà, quoi. Ouais, c'est l'humiliation à son paroxysme. Avec elle, ouais, c'était ça. Et tu sais, le pire, c'est que j'ai une bonne mémoire, je me rappelle plus de son visage. À elle, alors que normalement, je me rappelle après, quand je suis repartie en 6e et tout, dans la même école, hein, elle était partie. Et du coup, je me rappelle de tous mes profs, hein, de 6e. Ça date. Mais elle, impossible de me rappeler son visage. Je me rappelle que c'était le français. Mais rien du tout. Vraiment, ma mémoire, elle l'a effacée. Ouais, c'est peut-être pas plus mal. Ouais. Mais non, mais parce que je me dis, au pire, je la recroise dans la rue. Tu vois? C'est un truc, elle va me dire, ouais, je t'aime bien. Ah, ouais, j'écoute tes musiques. Ah ouais, t'as vu? Mais je sais pas à quoi il ressemble. Tu nous as dit que au début, donc, tu savais que t'avais pas de père. Mais est-ce que tu as essayé un jour de savoir poser des questions à ta mère, peut-être? En fait, à chaque fois que je posais des questions à ma mère, je voyais que ça la mettait mal à l'aise et qu'elle était pas bien. Ça la rendait triste. Alors du coup, je comprenais pas trop. Et en fait, c'est un moment où... alors là, c'était... je suis dans le même collège. Hein. J'ai fini avec cette prof. Et là, du coup, c'est plus les profs qui m'harcèlent. C'est les filles. C'est les filles, ça y est. Et là, les filles, elles harcèlent. Et tu sais, dans les noirs et tout, on a ce truc de la pureté qui tu vois, c'est vraiment important. Ta fille, elle peut pas aller sortir avec n'importe qui, on peut pas faire n'importe quoi. En tout cas, ma mère, elle est comme ça. Sauf que ma mère, elle savait déjà ce qui s'était passé et elle savait aussi que, exemple, tu vois, genre vraiment les personnes noires et tout, les garçons, je sors pas avec eux. Genre vraiment, je flippe, ça m'angoisse, ça me fait penser à mon beau-père. Donc vraiment, j'étais amoureuse d'un garçon. Elle m'a dit ça n'arrivera pas parce que c'est pas mon style. Elle m'a dit, il est vraiment pas beau. Elle a raison, il était pas beau. Elle a raison. Non, elle a raison. J'ai dit, d'accord, c'est fini, tu vois. Et du coup, en fait, ces filles-là, comme elles arrivaient pas, en fait, franchement, elles venaient me voir, et en fait, pour me taper. Donc, bien sûr, elles venaient du 1 à 1, moi, je les tapais. Du 2 à 1, moi, j'étais toujours toute seule. Pareil. Et en fait, à un moment, elles sont arrivées à 6 pour me taper. Et moi, en fait,
déjà, j'aimais bien me battre. Et en plus, j'étais très en colère. Vraiment, moi, j'avais subi des trucs horribles. Donc, ça fait que j'avais une sorte de haine qui était en train de gonfler. Donc, si tu me donnes possibilité de te taper, je vais le faire. Et en plus, je vais le faire genre vraiment bien parce que je suis énervée. Donc, tu vois, tu te bats comme si t'étais 20 000 personnes parce que t'en peux plus, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, elles en avaient marre parce qu'en fait, elles arrivaient pas. Elles ont essayé de créer des rumeurs sur moi, mais moi, j'étais amie avec presque tous les garçons, donc ça marchait pas, leur rumeur. Et en fait, du coup, elles sont venues, je me rappelle, je sors du collège et je vois qu'il y a plein de filles qui me suivent. Et je leur dis, c'est quoi encore, vous? C'est quoi le truc? Non, rien. Mais là, elles venaient pas agressivement. Je me suis dit, c'est bizarre. Je rentre chez moi et je vois qu'elles continuent à me suivre. Et en fait, elles sont venues taper à ma porte pour parler à ma mère et dire à ma mère, ouais, elle a couché avec telle personne. Sauf que ma mère, elle sait. Elle me connaît, elle sait. Et elle sait que c'est faux, tu vois. Et du coup, après, le lendemain, non, le week-end, du coup, passe. Et moi, le lundi, je repars à l'école. Et là, elle voit que je me suis pas fait taper, parce que c'est ça le but, c'était que ma mère me tape. Mais bien sûr, ma mère va pas me taper, et surtout pour des bêtises pareilles. Ma mère, c'est ma meilleure pote à l'époque, donc on se dit tout. C'est vraiment, je vois un garçon Tom Welling à la télé qui est beau. Oui, oui. Bah voilà quoi, tu vois, c'était des trucs comme ça. Donc c'était vraiment, on était fusionnels toutes les trois. On était qu'à trois, donc fusionnels. Et en fait, du coup, ces filles-là commencent à m'insulter et à me dire, ouais, tu mérites pas d'être sur Terre. On sait même pas qui est ton père. Et en fait, ce jour-là, je rentre chez moi et je lui dis à ma mère, mais franchement, dis-moi qui c'est et explique-moi, parce que moi, j'entends dans ma communauté, on me dit, ouais, on me dit le prénom de mon père, tu vois, on me le dit. Tout le monde le dit, tout le monde sait. Mais personne ne veut rien me dire. Et en fait, je pète un câble, je vais voir ma mère. Et ma mère me dit, en fait, voilà ce qui s'est passé. J'étais amoureuse de lui quand on était jeunes. Et en fait, moi, j'attendais le mariage. De toute façon, tu me connais. Et lui, il voulait pas. Et en fait, un jour, il m'a violée. Et c'est comme ça que t'es arrivée. Alors du coup, vu que les filles venaient de me dire tu servais à rien, t'avais pas à être sur Terre, tu vois, et vu ce que ma mère me disait. Et le pire, c'est que les gens me disaient à chaque fois, tu lui ressembles, tu ressembles à ton père, tu ressembles à ton géniteur. Et je me suis dit, mais non, je peux pas faire souffrir autant ma mère, être toujours devant elle, alors que, parce que je vois bien que je lui ressemble pas plus que ça, mais en fait c'est à lui que je ressemblais, tu vois. Au final, non, je ressemble à ma mère, mais tu sais, t'es une ado, donc voilà. Et je me rappelle de ce jour-là, les filles, elles m'ont harcelée. C'était compliqué, ma mère, elle m'apprend ça, et elle reste dans le salon. Moi, je pars dans ma chambre et j'écris une lettre de suicide pour dire à ma mère, en fait, je vais me tuer. Et je lui ai dit, s'il te plaît, ne va pas en bas me voir, parce que c'est sûr, parce que j'étais au 8e étage. Donc, je savais que la chute, elle allait être, voilà. Et je lui ai dit, appelle juste les pompiers, ils viendront me prendre, et demande à quelqu'un de reconnaître mon corps, quoi. Oui, je sais. Et du coup, je lui ai écrit cette lettre, et en fait, je lui ai dit, voilà, je me fais trop harceler à l'école, voilà ce qui se passe. Et je lui ai dit que ça dure depuis longtemps. Et en fait, du coup, après ça, en fait, j'ouvre la fenêtre et je me dis, allez, c'est bon, j'y vais. Et je me rappelle, j'essaye de sauter. Et moi, je suis chrétienne, donc je me suis dit, grâce à Dieu, tu vois, je me dis grâce à Dieu. Mais en fait, je retombe en arrière, je m'éclate le dos sur le sol. Le bruit, non, franchement, impossible d'expliquer. Impossible d'expliquer comment, mais je retombe sur le dos, mais comme si j'avais fait vraiment une grosse chute. Et du coup, mon dos, il me fait mal. Et ma mère entend le bruit, elle vient, et là, elle voit la lettre, elle me voit par terre, elle voit la fenêtre, elle ferme la fenêtre, elle lit la lettre, elle pète un câble, elle me dit, mais c'est quoi? Le lendemain, on part au collège, elle insulte tout le monde, elle crie sur tout le monde. Après, elle me dit, on déménage, on a déménagé. On a fini le collège et on est parti, on a déménagé directement après. Donc, tu vois, c'est pour te dire, non, quand je l'ai su, en fait, c'est au mauvais moment. Je pense qu'elle me l'aurait dit avant, peut-être que, mais le problème, c'est elle me l'a dit la semaine où les filles, elles étaient acharnées contre moi. C'était trop, franchement, moi, j'en pouvais plus. Et j'étais fatiguée. Franchement, j'étais fatiguée. Mauvaise décision. Merci Seigneur, je suis retombée en arrière, mais j'étais fatiguée. Donc, une fois que tu redéménages, est-ce que ta vie se calme un peu? Non, non, parce que ce serait te mentir. Quand je redéménage, là, du coup, je vais au lycée. Donc, lycée, j'arrive. Premier moment, un truc qui est impossible, c'est que je retrouve une de mes seules amies que j'avais quand j'étais à Stein, à l'école. Donc, déjà, je la retrouve, je suis trop contente. Et elle m'a fait, ouais, c'est toi. Je fais, mais ouais, mais t'es qui? Je suis, genre choquée, tu vois. Et pour te dire, attends, pour t'expliquer juste avant, c'est que du coup, attends, on va reprendre avant de déménager, on fait nos cartons, on pose tout dans la nouvelle maison. Et ma mère, on est au mois de juillet, et du coup, on finit l'école. Elle me dit, de toute façon, la dernière semaine, t'y vas pas, on n'est pas allé. Et elle me dit, écoute, moi, je t'ai fait un cadeau, et du coup, on va aller à Londres. Trop bien, premier voyage toutes les trois. Quand on arrive à Londres, pour que tu comprennes, attentat à Londres. Partout où j'étais, attentat. Tout a explosé autour de nous. Et je me rappelle, c'est qu'il y a un truc extraordinaire qui se passe. Je n'ai
franchement, j'ai pas peur des animaux. Je les aime bien. Je m'en fiche, rats, araignées, tout ce que tu veux. Je m'en fiche, j'ai pas peur. Et là, dans la nuit, je me rappelle, ma sœur et moi, ma mère et tout, on se prévoit un petit parcours en disant, voilà, à 8 heures, on a un train, la ligne noire à prendre. Après, on a un bus à 2 étages à aller prendre. Après, on a un endroit où on devait aller manger. Et après, voilà. Et on dit, bah écoute, pour être sûr d'être à l'heure, fallait qu'on prenne vraiment. Elle me dit, il faut dormir tôt. Et là, toute la nuit, je sais pas pourquoi je stresse. Moi, je vois, je sais pas, une sorte de bête qui circule de partout, qui n'existe pas, hein, parce que au final, on s'est rendu compte qu'elle n'existe pas, mais jusqu'à 3 heures du matin, ce qui fait qu'on court dans tous les sens. Et ma mère, elle me dit, mais il y a rien. Je lui dis, mais si, il y a un truc. On appelle, on fait venir un monsieur et tout. Le monsieur, il dit, mais il y a rien, c'est pas possible. Et je m'endors tant bien que mal, tu vois, à 4 heures du matin, ce qui fait que le réveil de 8 heures, de toute façon, de 7 heures, personne n'est parti, on était KO. Et là, on se dit, allez, maintenant, on y va, tu vois. Et en fait, quand on sort, la police, elle est en train de toquer dans toutes les portes. On se dit, il se passe quoi? Oui, il faut, parce ça a explosé tout autour de vous. En gros, ils expliquent ça. Il y a que ma sœur qui comprend l'anglais. Moi, j'y comprends rien, ma mère aussi. Et on sort. Et pour aller où si tout est explosé? Mais non, mais en gros, on doit sortir dehors. On peut plus rester dans les immeubles. On peut plus rester nulle part. On est là. Et là, en fait, quelques heures après, hein, on voit où partout a explosé. Et là, je dis à ma mère, mais si ces gens étaient rentrés dans notre chambre d'hôtel et qu'ils avaient vu notre plan, en fait, ils auraient dit, c'est vous qui avez mis les bombes, quoi. Partout où on a mis les points à l'heure où on devait aller, ça a explosé. Donc, tu te dis, et c'est pour ça que j'ai dit merci Seigneur, si j'avais pas eu ce coup de flip, de rien, en fait, on serait morte. Donc, tu vois, tu te dis, tu sors de l'enfer, tu pars en vacances, c'est l'enfer aussi en vacances. Donc, voilà. Et après ça, du coup, quelques jours après, ça se calme et tout, nous, on re-rentre. Et en fait, après, je m'inscris dans l'école, on va à l'école, tout est bon. Et quand on arrive à l'école, en fait, moi, je retrouve ma copine, donc je suis contente. Et en fait, on se fait un groupe d'amis. Et c'est trop bien parce que c'est la première fois de ma vie où je suis à l'école et depuis que je suis petite. Hein. Et là, je me sens bien. Je me dis, ok, j'ai perdu ma meilleure copine, mais au moins là, il y a d'autres personnes, on s'entend bien, on rigole. Et en fait, arrivé en janvier, tu vois, là, il y a une sorte de peste qui arrive dans l'école, on va dire ça comme ça, de toutes les classes. Il faut qu'elle arrive dans ma classe et qu'elle décide, vu que tout le monde m'aime bien, de me prendre en grippe moi. Parce qu'elle parle, et moi, avec le HPE, en fait, quand quelqu'un te parle et que tu vois qu'elle te ment, t'arrives pas à rentrer dans son jeu parce que tu te dis juste, tu mens fort. Tu restes à côté. Et elle mentait tout le temps, elle mentait surtout. Et à un moment, je dis à mes copines, écoutez, moi, j'ai pas confiance en elle, je préfère qu'on reste. Et en fait, le côté de trop franche, trop truc, en fait, elle décide de pas m'aimer et elle décide de faire la guerre avec moi. Donc, elle reprend tout ce que j'ai pu dire. Donc, et je me rappelle, à un moment, on parlait de coucher avec les garçons. Bien sûr, je veux pas dire à quelqu'un, j'ai déjà couché avec quelqu'un. C'était mon beau-père, hein, c'était quand j'étais petite. Voilà comment. Non, je dis pas ça. Je peux pas dire ça, c'est pas normal. Donc, quand elle vient et qu'elle me dit, oh, t'as déjà couché avec quelqu'un? Et vu que tout le monde dit oui, je fais ouais, voilà, tu vois, genre. Mais pas plus, genre, c'est bon, genre, je suis pas la dernière vierge, quoi. Si, mais, tu vois, pas plus. Et en fait, elle voit que je mens. Elle a compris que j'ai menti. Alors, du coup, là, elle commence à dire à tout le monde, ouais, elle ment. Et là, la prof de français nous dit, qu'est-ce qui vous est arrivé de plus fou dans votre vie? Moi, je me lève. Londres. Voilà, ça vient de m'arriver. Et je le raconte. Et voilà. Et là, en fait, elle décide de dire, en fait, elle ment. Ça s'est jamais arrivé, elle est pas partie là-bas. Et quand elle commence à mentir, moi, je ramène des preuves, tu vois. Je ramène des photos du 4, du 5, je ramène des photos du 8, du 9. Tu vois bien qu'au milieu, j'y étais. Voilà. Donc, je ramène mes photos, mes billets, tout ça. Et du coup, elle a pas le choix de dire, ok, elle ment pas, d'accord. Ouais, mais pour l'histoire de coucher, j'en sûr, tu mens. Et là, elle part sur un point qui me met mal à l'aise. Je veux pas en parler. Et là, du coup, toutes les filles se remettent contre moi. Et là, ça fait que on recommence. Donc, je suis encore toute seule. Personne ne veut me parler. Je suis toute seule. Et c'est là que je me rapproche de ce qui va devenir mon futur mari. Donc, je me rapproche de lui parce que, je me sens pas bien. Je suis toute seule. Je suis triste. Personne ne veut être avec moi. Et du coup, c'est que une autre fille d'une autre classe. Et dans cette classe-là, il est là. Et du coup, c'est comme ça qu'on se rencontre pendant une période où vraiment, je me sens pas bien. Vraiment. Et après, quelques temps après, moi, je sors avec lui. Et là, du coup, les filles se rendent compte que la fille en question, c'était une menteuse et qu'effectivement, désolé pour ce qu'on t'a fait. Ouais, mais au final, moi, je vous parle, mais je suis plus vers mon futur mari, vers mes copines, voilà quoi. Ouais, un cadre plus safe, quoi. Voilà. Et quand elle vient me voir et qu'elle me dise, on lui fait pas confiance, il est bizarre. Moi, je leur dis, ouais, j'en sais rien. De toute façon, je fais plus confiance à mon instinct de
si quelqu'un ment ou pas. En vrai, je me fais plus vraiment confiance. Je me sens pas super bien. J'ai perdu entre-temps un de mes meilleurs amis. Donc en fait, en vrai, je les calcule pas. Et elles étaient de bons conseils, hein, parce qu'effectivement, ça a été un enfer d'être avec lui. Mais sur le coup, à cause de cette histoire-là, je les ai pas crues. Tu vois, alors que je pense que s'il y avait pas eu ça et qu'elles seraient venues me le dire, moi j'aurais dit c'est mes copines, je reste pas avec toi. Et voilà. Et votre relation, elle a duré combien de temps? Ça a duré. On est restés ensemble, 17, 18. On s'est mariés à 20 ans, 21 ans, ouais. Après, quand je suis tombée enceinte, il a commencé à me frapper. Et au final, j'ai réussi à divorcer. Et ça a été un long chemin en 2017. Ça a été un parcours du combattant. Ça a été déjà me faire en sorte que j'ai plus du tout d'amis. Tu vois, me laisser dans une case où j'avais plus d'amis, j'avais plus le droit d'avoir des amis, j'avais pas le droit de m'habiller correctement, je pouvais pas choisir où je devais aller, ce que je devais faire. Après, ça a été la chanson Mais il va-t'en, c'est sous certaines conditions que tu as le droit de chanter. Après, ça s'est fini par des coups de couteau, par des viols, par des... ça a été un enfer. Des coups de couteau, carrément, ok. Ouais, donc coup de couteau, et c'est là que j'ai pu partir, parce qu'en fait, coup de couteau, là, j'ai dit à ma mère, écoute, voilà ce que je subis, voilà ce qui se passe, voilà quoi. Je me rappelle, je dormais dans ma voiture quelquefois. Parce que quand il pétait un câble, je dormais dans ma voiture, il était alcoolique, il se droguait. Et moi, je viens pas de ce milieu-là, tu vois, genre la drogue, je sais pas, moi, t'as des yeux rouges, je me dis pas que c'est parce qu'il va, je me dis juste, t'es fatigué. Donc, que des trucs comme ça, tu vois. Mais t'en parlais pas à ta mère avant? Non, parce qu'en fait, tu vois, là, il y avait ce truc c'est moi qui ai fait un choix. Je me suis mariée à 20 ans. Les gens, ils ont dit que c'est chaud, c'est tôt, faut pas se marier. Moi, je voulais vraiment sortir de ma famille, pas de ma mère, mais vraiment de mes tantes. Je voulais plus les voir. Et avec ma mère, c'était, même si elles t'ont fait du mal, il faut pardonner, genre. À l'époque, j'avais pas envie de pardonner qui que ce soit. Déjà, j'avais mal de partout, j'étais écorchée, j'avais mal. Et lui, il était là, et en fait, je me mettais juste sur off, il me faisait me sentir bien, genre vraiment, pervers narcissique, tu vois. Genre vraiment parfait, tu vois. Des fleurs, des trucs, et on avait un plan bien tracé, tu vas chanter, moi je vais faire de la guitare, et on va faire ci. Tu sais, c'était vraiment, tu dis, ok, vas-y, on y va, tu vois. Donc voilà. Et après, non, après la première claque, dès que je suis tombée enceinte, les insultes, les coups, les trucs. Ça a Je vais pas dire ma commencé mère. quand t'étais enceinte? Dès que j'étais enceinte, on était jeunes, on rigolait, tout allait bien. On s'est mariés, ça allait aussi. C'est vraiment, dès que je suis tombée enceinte et que je lui ai dit, ah, je suis enceinte, il m'a dit, ouais, tu vas plus m'aimer. Je lui ai dit, non, c'est top. Je lui ai dit, c'était pas prévu. Ça passe. Non, tu vas plus m'aimer, tu vas le préférer lui. Et moi, j'ai pas compris. À l'époque, je connaissais pas. Moi, je me suis juste dit, il panique. Parce que lui aussi, il a pas eu de père. Donc, du coup, peut-être qu'il a peur de son rôle, tu vois. Et en fait, non. C'était juste le point de départ à l'enfer que j'allais vivre, quoi. Ouais, c'était un point de bascule Énorme. radical. Franchement, c'est première claque va directement avec la troisième, la 20e. Toi, tu te dis, non, en fait, je te crois pas, je te fais pas confiance. Sauf qu'en fait, c'est compliqué, tu peux pas repartir, t'es enceinte, il y avait rien qui allait. Et puis en plus, avec tout ce que t'as vécu, peut-être que, je sais pas, tu t'es peut-être dit, bon, c'est juste une suite logique. Non, même pas. Non, vraiment, je suis pas défaitiste. Vraiment, c'est... Oh, franchement, c'est... Là, je te disais, j'ai une vieille tête, mais je suis pas défaitiste. Je vois toujours le truc du bon côté, mais je me dis juste, en vrai, j'écoute pas ce qu'on me dit. Là, je me dis, tu vois, chrétiennement parlant, je vais plus te dire ça. Je sais qu'on me dit, il faut faire attention, il faut prier avant de te marier. Moi, je prie pas, je veux juste plus vivre dans votre truc. J'en ai marre, en fait, de tout le monde est gentil, il faut aimer tout le monde. Mon beau-père, il allait à l'église tout le temps. Genre, il était là en train de chanter, en train de faire des trucs, et pendant ce temps, moi, il était en train de m'agresser, tout le monde s'en foutait. Je vois plus ça, en fait, c'est plus un côté rébellion contre Dieu, contre tout ce qui se passe, tu vois. Et c'est plus ça, tu vois, si je te l'explique mieux, tu vois, c'est ça. Et c'est pas une question que tu te dis c'est une fatalité. Fatalité, j'y crois pas. C'est pas parce qu'il t'arrive un truc que non. C'est juste, en fait, je me dis, ok, mais il m'aime. Alors, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Et au bout d'un moment, en fait, tu vois que ça peut pas, il t'aime pas. Donc là, je lui ai dit, tu ne m'aimes pas. Et il me dit, si, je t'aime. J'ai dit, mais non, quand t'aimes quelqu'un, tu lui fais pas mal. Et là, tu me tapes, tu me frappes. C'est juste pas possible. C'est castration. Il m'a attachée, genre, pour pas que je sorte. Quand je voulais pas coucher avec lui, alors il me violait, genre, c'était normal. En fait, non, on est mariés, donc t'as rien à dire. C'est pas de l'amour, tu vois. Donc cette période-là, elle était dure. Et je me rappelle, vraiment, c'était le pire, c'est que j'arrive et à un moment, à côté, j'essaye de démarcher pour chanter. J'ai fini d'accoucher. Là, j'ai fini d'accoucher, j'ai 2 enfants dans les bras. Du coup, je travaille pas. Je suis au RSA, vraiment le plus bas du bas. Et le bas du revenu, attention, le bas du revenu. Et du coup, j'ai rien, je sais pas quoi faire, je suis perdue. Et du coup, j'envoie mes chansons, ça marche. Et on m'appelle. Une maison de disques m'appelle, ouais, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'y vais. Et le gars me propose clairement de coucher avec lui, quoi. Il me dit, ouais, tu couches avec moi, je
te fais un contrat de 200 000 euros, t'es tranquille, tu seras connu d'ici 10 mois, ça y est, on te paye un appart. Tu sais, tu te dis, ouais, non, non. Et je dis, mais du coup, la contrepartie, c'est de coucher avec toi. Ouais, mais c'est rien. Si, quand même. Non, 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 non. Je lui ai dit, tu sais, je me fais violer, je me suis fait frapper, on m'a fait des trucs horribles. Il est hors de question que je me fasse violer les yeux ouverts, tu vois. En plus, pourquoi? Pour de l'argent? Pour être connu? Non, merci, ça m'intéresse pas. Et surtout, qu'il m'avait bien fait comprendre que mon histoire, il fallait pas en parler, tu vois. Tu vois, mon histoire de ce qui s'était passé, du pourquoi je veux aider les gens, ça, il faut pas le dire, tu vois. Et ça a été, après, pareil, attention, pas les propositions sexuelles, hein. Ça a été pareil avec des autres maisons de disques. Oui, Quand je garder voulais, le secret. voilà, c'était en mode, on veut bien, mais tu sais, t'es sexy, le côté, je me suis fait violer, c'est pas top. Il y a un gars qui m'a dit, ça fait pas bander, quoi. Je dis, Pas le but, j'ai de dit, toute ok. façon. J'ai dit, de toute façon, je suis chanteuse, hein, je suis pas, voilà, c'est, mais voilà, quoi. Donc, après, tu dis, mais en fait, mieux vaut faire toute seule, mieux vaut avoir ta fanbase, mieux vaut avancer toute seule et t'entourer de gens bien, quoi. Donc, Et du coup, c'est là où tu t'es dit, je vais faire ma fondation pour aider les gens. ouais, en fait, même pas. La fondation, elle est arrivée un peu plus tard. Elle est arrivée, je me faisais agresser, c'était dur, c'était vraiment avec mon ex-mari. Et je me sortais de tout ça. Et en fait, pendant que je subissais des trucs horribles, moi, j'ai aidé d'autres personnes à s'en sortir. Et du coup, à un moment, avec une église que je fréquentais, elles avaient pour but d'aller dans les prisons. Et vraiment pour parler, pour aider et tout. Et moi, j'avais ce truc d'écrire un livre et j'écrivais un peu sur tout ce qui s'était passé, mais même pas pour moi, vraiment pour aider les gens. Pour comprendre, quand ton enfant fait pipi au lit, moi j'ai arrêté de faire pipi au lit, j'avais 18 ans. Tu vois, tellement je faisais des terreurs, j'avais peur, tu vois. Et du coup, je me disais, mais il y a des signes comme ça, quand ton enfant veut pas manger, quand ton enfant, il a une façon de te regarder, une façon de parler, une façon de fuir les adultes. En fait, je me suis dit, je pourrais écrire un livre comme ça qui pourrait faire comprendre aux parents, aider, en fait. Et quand on m'a proposé cette proposition, on m'a dit, voilà, toi, tu chantes, tu fais des trucs, tu serais bien, t'as une façon de parler, tu pourrais venir. Et je suis partie avec eux. Et en fait, là-bas, j'ai rencontré un gars super, franchement, et je lui demandais, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il m'a expliqué, en fait, qu'il est en prison. Parce que, en fait, il m'explique que c'est lui qui s'est dénoncé tout seul, il s'est dénoncé tout seul, parce qu'en fait, il avait envie de violer des gens, il avait envie de violer des enfants. Et je lui dis, mais comment tu peux faire ça? Moi, j'ai subi ça, donc moi, je pète un câble. Je lui dis, mais comment tu peux faire ça? Et il m'explique en gros que lui, pareil, de ses 4 ans, mais lui, ça a duré jusqu'à ses 14 ans, jusqu'à ce que, du coup, que son beau-père, il l'intéresse plus, du coup, le violait. Et il lui faisait croire que c'était normal. Et un jour, même son oncle a ouvert la porte et a vu qu'il y avait une situation bizarre, il a rien dit, c'était pas grave. Donc il s'est dit, sûrement, voilà, un peu pareil. Ça, c'est un peu, normal, c'est normal. Et en fait, et lui, il a toujours eu ça. Si t'es grand, tu dois être attiré par des enfants. On lui a fait croire ça. On lui a mis ça en tête. On l'a élevé comme ça. Tu vois, il y a des gens qui ont dit, voilà, tu peux aimer une femme, un homme, on s'en fiche. Mais lui, on l'a fait comprendre, tu dois aimer des enfants. C'est une séquelle psychologique. Voilà. En fait. Et du coup, lui, il a vraiment pensé ça, jusqu'à ce qu'il essaye, on va dire, de coucher, d'agresser sa petite nièce, je crois, si je me souviens bien, et qu'elle lui dise, mais qu'est-ce que tu essayes de faire? Moi, j'appelle maman, je lui dis. Elle était bien. Elle savait que si tu me touches, voilà, t'as pas le droit de me toucher. Si tu me touches, je dois le dire à ma mère. Ma mère, elle m'a dit. Et là, il s'est dit, mais pourquoi elle me dit ça? Il y a un truc qui va pas. Je sais qu'on doit faire semblant de sortir avec des grands, mais qu'on doit aussi être avec des enfants. Donc en fait, il comprenait pas. Et en fait, quand il a compris, là, il a voulu se suicider. Mais il s'est dit, avant de me suicider, faut que je mette mes affaires en ordre, que je parle un peu à ma mère, que je parle à ma sœur et tout. Et du coup, en fait, il s'est dénoncé pour pas passer à l'acte. Donc, on l'a mis en prison pas longtemps. Et le temps qu'on l'a mis en prison, ça lui a permis de parler à sa sœur, expliquer ce qui s'est passé, parler à sa mère. Et sa mère lui a dit, ouais, je te crois pas, bref. Et du coup, ça a été compliqué. Et en fait, et il me dit, de toute façon, dès que je sors, moi, je me tue. Parce qu'il est hors de question que je viole un enfant, tu vois. Et moi, tu sais, en colère, tu sais, t'as fleur de peau, t'es en colère et tu te dis, ouais, de toute façon, si tu voulais tuer, il fallait le faire avant, tu vois. Et il m'a dit, non, c'est pas le but, je voulais vraiment dire au revoir à tout le monde parce qu'il y a des gens que j'aime et tout. Et je comprends sa tristesse et je lui parle et il me dit... et en fait, quand on se raconte nos histoires, on se rend compte qu'en fait, on a le même parcours. On a été abusés par des gens qui nous ont fait croire que c'était normal. Sauf que moi, j'ai eu la chance d'avoir une petite sœur qui connaissait l'histoire et qui m'a aidée, en fait, franchement. Hein. Et une mère qui m'a cru et tout ça. Et ça s'est arrêté à 9 ans. Mais lui, il n'a pas eu cette chance-là. Et du coup, il m'a dit, tu te rends compte comment ce serait bien? Parce que moi, je lui disais que je voulais aller dans les écoles pour parler à des enfants et leur expliquer que le consentement, c'est pas juste un inconnu, c'est aussi quelqu'un que tu connais, ça peut être ta mère. Parce que les gens me disent, mais une maman, je leur dis, mais si, une maman, une tante, une sœur, un grand frère. Et du coup, il m'a dit, ce serait bien si on pouvait faire ça. Si toi, tu pouvais faire ça, ce serait pas mal. Et il m'a dit, dans ton livre, est-ce que tu peux parler de moi, parler de mon histoire, expliquer que c'est pas une fatalité de faire du mal aux gens? Et je lui ai dit oui. Donc, je suis revenue.
dernière fois, on a discuté, j'ai pris son témoignage. Et en fait, après, sa sœur qui m'a appelé, qui m'a dit, voilà, il s'est tué. Mais il m'avait dit que je devais t'appeler et te dire de penser à lui et de pas oublier ce que tu avais dit et que tu avais promis d'aller dans les écoles. Alors, tu dois le faire, quoi. Et voilà, donc la fondation elle est partie de là, d'aller pour dire qu'il faut aller dans les écoles, parler à des enfants, leur dire que en fait, ce qui est normal ou pas, se faire frapper à la maison, c'est pas normal. Qu'on s'occupe pas de toi, que tu manges pas, que c'est pas normal. C'est pas normal, c'est de la maltraitance. Te dire un adulte qui te dit bah je vais te toucher, mais c'est normal, c'est pas normal. Tu dois pas te laisser toucher comme ça. En fait, c'est vraiment ça. La Fondation Daphné Léger, elle sert à ça, à aller dans les écoles, sensibiliser les enfants. Il y a des livres qui sont écrits. Il y a une chanson pareille qui va sortir. Et du coup, c'est vraiment pour faire comprendre, même aux adultes. En fait, arrêtons de faire semblant qu'on voit pas ce qui se passe, parce que ça peut arriver à ta nièce, ça peut arriver à ta fille, ça peut arriver aussi à ta voisine. Juste de dire, bah, ça nous regarde pas. Moi, je me rappelle quand je me faisais frapper dessus, quand mon ex-mari m'avait mis des coups de couteau, pour qu'on vienne m'aider, j'ai crié au feu. Pour qu'ils appellent les pompiers. Ou sinon, ils auraient appelé personne. Justement, tu dis qu'il y a des chansons, etc. Toi aussi, donc, bah, on l'a compris parce que t'en parles beaucoup, mais enfin, surtout, ça se voit que ça te tient à cœur. T'écris beaucoup de chansons, tu chantes. Ouais. Et tu as écrit une chanson qui s'appelle Dis son nom. C'est ça. C'est pour justement inviter les gens à dénoncer, Voilà, c'est ça? à dire ce qui se passe. Donc, du coup, c'est vraiment une chanson que j'ai faite sur l'album pour aller dans les écoles. Parce que c'est vraiment ça. Moi, juste, c'est ce que je te disais au tout début, avant de filmer, être chanteuse pour être chanteuse, juste être connue, être vue, être adulée par des gens qui te connaissent pas, et ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de me mettre en avant, mettre mon histoire, ce que j'ai vécu en avant, pour aider d'autres personnes qui vivent ça, et leur dire, voilà, de pas hésiter à dire le nom des personnes qui vous font du mal, en fait. Que t'aies 20 ans, que t'aies 6 ans, que t'aies 60 ans. Et en fait, il faut le dire, parce que ça vous bouffe de l'intérieur. Et ça fait du mal, en fait, de rester comme ça pendant des années. C'est horrible, hein. C'est une double douleur que tu t'infliges. Les gens t'ont fait du mal, et en fait, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu le gardes à l'intérieur, tu le ronges, du coup, tu dis à personne, et ça te bouffe de l'intérieur? Ou est-ce que tu le dis, t'oses le dire, et du coup, t'arrives à te libérer un peu? Moi, tu vois ce que je dis, moi, je suis pas fataliste. Moi, je me dis juste, tu vois, moi, je suis chrétienne, alors je me dis, tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est compliqué, les gens, ils ont du mal à l'entendre, mais je me dis, ben, merci Seigneur. Parce que c'est arrivé, c'est arrivé. De toute façon, tu peux pas empêcher les choses. Mais si ça m'est arrivé, et au final, j'arrive à aider des gens avec, j'ai réussi à aider des enfants, des adultes, franchement, waouh! Tu vois, quand tu vas voir un enfant que tu lui dis, tu sais, moi, j'ai subi ça aussi, alors tu peux m'en parler, et il va t'en parler. Et du coup, toi, ça fait que tu peux aller parler l'enfant, il te tient la main, il te dit, est-ce que tu peux le dire à ma maman pour moi? Et on y va et on parle avec sa maman. Et elle est là, elle me dit, mais merci, parce qu'en fait, elle me l'aurait pas dit, ou sinon, ça se serait pas arrêté. Et tu dis, mais en vrai, pourquoi elle s'est confiée à toi? Ben parce que tu l'as vécu. Parce que quand tu lui dis, ben, je comprends, elle le voit dans tes yeux que tu comprends. Les sensations que tu as vécues quand tu lui en parles, elle te dit oui, c'est ça. Et là, elle va te dire elle aussi. Et c'est pareil que j'ai fait avec des femmes battues, ou avec des hommes qui se faisaient frapper dessus, des hommes battus aussi, c'est pareil. Ben, du coup, leur dire que moi aussi, ça s'est passé. Je sais ce que ça fait de pas pouvoir rentrer chez toi, d'avoir peur. Je sais, tu vois, même dans ma chanson, je le dis, à un moment, je dis, Gisèle l'a dit, parce que Gisèle, c'était ma voisine. Et sans cette femme-là, je pense clairement que je serais morte. Parce qu'à un moment, il arrive avec un couteau, mon ex-mari, et il me poursuit. Elle m'entend crier, elle ouvre la porte, et elle me tire, et elle referme la porte, tellement qu'en fait, on n'entend même pas, je pense même pas qu'il a su où j'étais. Et cette femme-là, elle s'appelait Gisèle, et en fait, elle aidait les associations de femmes battues, et voilà. Et elle m'a dit, il faut juste que tu saches que t'es jamais seule. Crois pas que t'es seul, tu n'es jamais seul. T'as toujours des gens autour de toi. C'est juste que tu sais pas, t'as peur, et je peux comprendre. Mais nous, on est là. Et elle m'a mis avec un groupe de plein de femmes, Dominique, Michel, qui m'ont aidé, qui m'ont permis de déménager, qui m'ont trouvé des avocats. Parce que ça a été compliqué, hein. En France, c'est compliqué quand t'es noir et que ton mari, il est blanc et que tu veux divorcer parce que tu te fais frapper. C'est très compliqué parce que les avocats, ils vont te dire, mais les juges, ouais, mais vous avez pas de métier. Lui, il travaille. Oui, mais il m'a mis un coup de couteau quand même. On en est là. Oui, mais Mais c'est quoi le rapport? il y a pas de rapport. C'est juste, ben pourquoi pas? Non, on va laisser la chance à monsieur. On va le laisser. Un moment, je me rappelle, c'est lui, vraiment dans son indulgence, mon ex-mari. Je suis partie le voir. Je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai compris. Passe à autre chose. Moi, je passe à autre chose. Et tu vas voir ton bourreau, hein, pour parler avec lui, pas le choix, parce que l'État m'a dit, en gros, qu'ils vont venir prendre mes enfants, qu'ils vont les prendre, qu'ils vont les placer. Pourquoi? Parce que mes fils sont au-dessus de la moyenne en intelligence, tu vois, à l'école. C'est-à-dire, normalement, t'es content. Tu dis ben pas là. Ça veut dire qu'il y a un problème.
Ah ben vous sortez avec personne. Non, je sors avec personne. Ah ben c'est bizarre, parce que normalement les femmes battues, elles retournent avec des hommes qui les tapent. Oui, ben justement, c'est bien que je décide de rester seule et d'élever mes enfants, non? Ah ben non, il y a un problème. Après, quand tu te mets en couple, bah ça suffit pas. Non, t'es en couple avec qui? Ah ben du coup, on va... Ah mince, il est gentil, bah bizarre. Est-ce que ça cache pas quel... Non, ils m'ont tout fait. Ils sont venus chez moi, ils ont regardé chaque placard, ils ont tout ouvert, il y avait des jouets, il y avait des trucs. Alors oui, c'est pas vraiment sécurisé, on sait pas... ils trouvaient tout et n'importe quoi. Donc, c'est-à-dire qu'après mon enfance, après ma vie de femme chaotique, là, du coup, vient la violence de l'État. Et la violence de l'État, elle est horrible. Elle est horrible pour les mamans qui vont dire, bah voilà, une petite fille vient les voir en disant, bah voilà, papa me fait du mal. Du coup, toi, tu demandes le divorce, tu essaies de protéger tes enfants, et ça arrive aujourd'hui. On veut pas. On donne l'enfant à l'agresseur quand même. Et l'enfant se fait violer, se fait agresser. Et c'est comme ça que je me suis dit, attends, il faut vraiment qu'on puisse aller dans les écoles, parler aux enfants, que ce soit plus les mamans qui aillent dire, ben, je suis toute seule à le dire, mais qu'aussi des associations, la fondation, ben du coup, elle a parlé à l'enfant. Nous, on se porte garant de l'enfant aussi parce que, en fait, t'es coincé. Moi, j'ai parlé à des avocats pour faire la fondation. J'ai parlé à des avocats, des avocates, à des juristes aussi, à des anciens policiers qui m'ont dit, franchement, oui, fais ça parce que ça va nous aider. Parce que nous, on n'est pas aidés. Et ils sont pas aidés. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué quand t'es un parent sain. Bizarrement, t'es très étrange. Ça va pas. Moi, je rentrais pas dans leur case. Je suis pas dans leur case. Tu fais pas, tu pleures pas sur ton sort, tu t'en sors, tu travailles, tu fais tes trucs, t'aides les gens. Et c'est ça qu'elle supportait pas. Je me rappelle, il y a une avocate qui m'a dit comment vous avez le temps d'aller aider d'autres victimes alors que vous-même, vous êtes victime. Et je lui dis, je suis pas une victime, je suis une survivante. Et moi, j'aide des victimes à devenir des survivantes. Elle a pas posé de questions après. Elle est passée sur autre chose, mais voilà. Et pourtant, mon ex-mari, en plus, lui, c'est quelqu'un, franchement, j'avoue c'est un menteur, mais sur le coup, avec les juges, il était très honnête. Ouais, je me drogue, c'est bon. Oui, je la tape, mais d'un côté, elle avait pas fait la vaisselle. Tu sais, c'est que des trucs comme ça. Ouais, tu vois, Attends, mais malgré ça, ils étaient de son côté. Malgré ça, tu vois, je me rappelle, moi, je demandais pas d'argent, tu vois, dans les jugements, je m'en fous de son argent. Personne n'avait pas d'argent, je voulais pas. Moi, je voulais vraiment qu'il se fasse soigner pour pouvoir peut-être être un bon père pour les enfants. Et je me rappelle, on lui donnait des 6 mois de sursis, genre avec 1 € d'amende. Ah, obligatoire. Ouais, il doit faire des soins. Mais s'il les fait pas, bon, qui ira vérifier? On va vous faire un test dans 2 jours. Donc si jamais, ou non, c'était une semaine avant, si jamais vous avez pris un truc, on le saura. 1 semaine avant? C'est comme ça que tu fais un test, ok? T'attends d'être clean, quoi. Ouais, voilà, c'est tout. Je me rappelle quand on me mettait on nous faisait nous voir, c'est dans un lieu sécurisé où moi je le voyais pas, du coup il prenait. Mais moi, je le voyais tout le temps, tu vois. Il était en train de trembler. On lui disait, vous voulez pas un café? Parce que là, avant de voir les enfants, c'est mieux. Oui, parce que les enfants vont dire qu'ils tremblaient, tu vois, et que c'est pas normal. Mais que des trucs comme ça. Et tu te dis, c'est en France, c'est vrai. Et ça arrive à des milliers de personnes, femmes, hommes. C'est très étrange. Et du coup, avec ta fondation, t'interviens un peu, enfin, à quelle étape, enfin, comment tu leur apportes ton soutien? Alors au début, nous, parce il y a plusieurs personnes, j'appelle ça des agents du cœur. Du coup, après, il y a d'autres formations, des formations que je mets en place aussi, mais il y a déjà un peu de monde. Et du coup, le principe, c'est d'aller dans les écoles, aller avec la chanson, sensibiliser, expliquer les paroles, faire des jeux avec les enfants, leur expliquer qu'ils ont le droit de parler. Ils vont aussi entendre des témoignages, que ce soit moi ou d'autres personnes qui vont témoigner, bien sûr à leur niveau, hein, parce qu'on va de la maternelle jusqu'au lycée. Donc il y a certaines choses qu'on peut dire en maternelle et certaines choses qu'on dit au lycée qui est plus facile. Donc du coup, et après ça, en fait, c'est que ces enfants puissent être invités en fait à écrire une petite lettre, ou juste pour dire merci d'être venu, ou pour dire j'ai des problèmes, j'ai besoin d'aide. Et en gros, c'est ce papier-là, on le récupère, et avec la maîtresse, on demande, on va aider, on va parler à l'enfant, comment on peut t'aider, qu'est-ce qui se passe, tu vois, en fonction de ce qu'il a écrit, et les aider, les accompagner. Et là, du coup, pour arriver aussi à un truc qui est crucial, c'est au moment où il faut aller le dire aux parents. Donc du coup, prendre le parent à part, avec la maîtresse, lui dire voilà, c'est dans le cadre de l'association, voilà ce que votre fille ou ce que votre fils nous a dit, voilà ce qui s'est passé, il va venir, il va vous raconter, on vous laisse juste encaisser le choc, parce que c'est un choc, hein. C'est un choc de savoir qu'il s'est passé quelque chose comme ça, et finalement, les parents peuvent dire tout et n'importe quoi. Il y a des parents qui vont croire leur enfant, mais qui vont dire mais je te crois pas, tu dis n'importe quoi, et 2 secondes après, qui vont dire pardon, excuse-moi, sauf que la première réaction que t'as eue, c'est ce que l'enfant aura en tête. Il aura pas d'autre. Moi, la réaction de ma mère, ça a été, en fait, je te crois. Donc, je me rappelle, je peux pas l'oublier, tu vois. Et du coup, c'est pareil pour d'autres enfants qui m'ont raconté, au tout début, elle a dit qu'elle me croit pas et après, elle me croit maintenant. Mais c'est trop tard, le mal est fait.
Et du coup, c'est vraiment les accompagner là. Et après, comme ça, l'enfant peut délivrer sa parole. Et après, nous, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en fonction de ce que le parent veut? On peut vous aider pour déménager. On peut vous aider pour aller voir la police, pour trouver des avocats qui vont vous aider, pour vous accompagner chez le pédopsychiatre, pour être là. En fait, c'est vraiment un lien entre les enfants, l'agent du cœur, notre association, un lien entre les enfants, le parent et du coup, tout ce qui est justice. Voilà, police, parce que c'est pas facile. C'est pas facile d'aller parler à la police, d'être une maman, d'être seule, de parler, ou d'être un papa qui sait pas ce qui se passe, ou même des parents qui apprennent que c'est un grand-père ou une grand-mère ou un oncle. C'est dur, hein. Et même quelquefois, c'est encore plus compliqué quand c'est des grands frères et grandes sœurs, tu vois, comme tu vois. Donc, nous, on est là pour ça. Et vraiment, c'est en fait, l'agent du cœur, il est là que pour les enfants. En gros, il est là pour les enfants, c'est pour dire, en fait, t'as une sorte d'ange gardien qui est avec toi, qui va écouter tout ce que tu dis. Et pour les parents, c'est aussi un ange gardien. Si t'as besoin, parce que t'es à bout à 3 heures du matin et t'en peux plus, t'as le droit de prendre le téléphone et appeler et dire, voilà, moi, je me sens pas bien, j'arrive pas à dormir, demain, il y a le procès ou demain, il y a ça, tu vois, je sais pas comment. Voilà. C'est vraiment protéger le parent, protéger l'enfant du maximum qu'on peut. Ouais, vous êtes l'oreille qu'il leur faut, en fait. Voilà, l'oreille, tout ce que tu veux. On est vraiment un agent pour se poser. Juste pour te dire, voilà, tu peux te poser un peu, tu peux crier, hurler si tu as besoin, en fonction, parce que c'est dur. Franchement, c'est pas facile. Est-ce que vous avez déjà eu des parents qui étaient un peu contre vos actions? Non. Franchement, ça, c'est un truc, on n'a pas, parce que d'un côté, quand tu vas dire à des parents, tu vas parler de sexe à l'école, eux, ils veulent pas de toi. Quand tu leur dis dans quel cadre, ils veulent de toi. Parce qu'ils veulent pas, ils vont dire, ça concerne pas mon enfant, et quelquefois ça concerne, mais ils vont dire c'est pas pareil. Là, c'est pas, non, c'est pas montrer, non, c'est vraiment dire, si quelqu'un te fait quelque chose, voilà ce que tu peux faire. Moi, j'ai fait des livres, tu vois, où il y a des petites histoires de libellules pour les enfants, vraiment, et voilà, qui vivent des trucs pas faciles, et c'est vraiment à travers ça, à travers une chanson, donc c'est pas pareil. Donc non, j'ai pas encore eu... Après, je pense sincèrement, je me mets à la place d'un parent qui fait du mal à son enfant. Si, tu vois, devant l'autre parent, tu vas dire non, je suis contre, elle va te dire pourquoi. En vrai, pourquoi? Pourquoi tu serais contre? Y a rien. C'est juste, on va parler du consentement au-delà et de la normalité. Et c'est pas que de les agressions. On parle aussi du fait de se faire frapper, tu vois, du fait de ne pas manger, du fait qu'on prenne pas soin de tes vêtements, qu'on prenne pas soin de toi, du fait que c'est à toi de t'occuper de toute la famille alors que t'es un enfant. Tu vois, ça parle de tout, donc... Je trouve ça très bien comme action. Je pense que ça manque justement dans les écoles, ce genre de choses. Je suis d'accord avec toi, ça manque, parce que là, on parle du consentement à l'école. C'est bien. Mais après... Moi, c'est pareil, ce qui s'est passé avec moi. On a parlé du consentement, j'ai dit super, et j'ai demandé à la dame, et si c'est ton beau-père? Elle m'a juste dit, non, personne te touche, en fait. S'il y a un inconnu. Voilà, elle a bugué, elle m'a juste, tu vois, elle savait pas quoi dire, parce que je pense qu'elle était pas concernée par ça, elle est juste venue faire son travail, ce qui est normal. Et c'est pour ça que moi, je veux vraiment des gens qui sont concernés. Les gens qui sont concernés, qui comprennent, qui ont vécu, ou qui ont eu des gens qui ont vécu. Mais en fait, tu as plus ça à cœur. Moi, HPE, ça fait que je ressens cette douleur-là. Et après, je l'ai ressenti aussi dans ma chair. Mais voilà, je me suis pas fait frapper à la maison, mais je ressens quand un enfant me dit ça, je comprends ce qu'il a vécu. Quand une adulte me dit ce qu'elle a vécu, je comprends. Mais voilà. Mais il faut avoir cette sensibilité-là et arriver à accompagner comme ça, et c'est pas facile. Il y en a, comme je te disais, tu vois, comme tu me disais, les profs, ils sont là pour t'aider. Oui, mais en fait, ils font un métier qui est pas bon pour eux, et ce qui fait qui est pas bon aussi pour nous, qui est plutôt élève, qui est pas bon pour les élèves aussi, quoi. Moi, je pense que ma maîtresse, elle aurait pu rester là où elle était, hein, c'était pas la peine. Mais voilà. Est-ce que tu peux juste nous rappeler le nom de ta fondation? C'est la fondation Daphné Léger. Donc voilà, et du coup, la chanson, elle s'appelle Dis son nom. Donc elle va sortir le 20 novembre. Donc voilà, c'est pour la journée de lutte des enfants, et du coup, on va la sortir en même temps. Je choisis cette journée, je me suis dit, c'est bien. Et vraiment pour les enfants, quoi. Donc encore une fois, oui, ça parle, nous, on va dans les écoles avec. Mais c'est bon aussi pour les adultes. C'est bon aussi de libérer, parce qu'on peut libérer sa parole à tout moment, à tout âge. Et il faut pas avoir peur de le dire, pas avoir peur de dire le nom de la personne qui nous a fait du mal. C'est pas la peine de protéger encore plus. On les a assez protégés comme ça, en fait. Ouais, surtout que quand c'est dans ta famille, pardon, quand c'est dans ta famille et tu te rends compte qu'il y a une personne qui est capable de faire ça, c'est assez troublant. Après, il y a une sorte d'omerta. Moi, je sais que, voilà, moi, ma mère, elle m'a dit de pas le dire. Pas, comme je t'ai expliqué, pas pour protéger quelqu'un, hein. C'est vraiment dans le sens où elles vont parler sur toi, elles vont inventer des histoires sur toi. Et effectivement, elle a eu raison. Parce que quand, il y a pas longtemps,
Là, je l'ai enlevé des réseaux, mais il y a pas longtemps pour inciter les gens à parler. J'avais mis une vidéo de moi où je parlais pas et je disais en gros, voilà, tous ces gens ont essayé de me briser, mais du coup, ça a pas réussi. Et aujourd'hui, j'ai pas honte de dire leur nom. Et j'ai mis tous les noms des personnes qui m'ont agressé, qui m'ont fait du mal. Donc, il y en a eu plein. Il y avait aussi des inconnus, parce qu'il y a des gens des agressions dans la rue où je connaissais pas leur nom. Mais il y avait le nom de ma tante qui m'avait maltraitée. Et justement, cette tante-là, tu vois, elle est pas au courant de ça. Mais elle l'aurait été, ça m'aurait rien fait. Mais la tante qui m'avait sauvé la mise quand j'étais petite, qui après, c'est par elle que l'histoire est arrivée pour que je me fasse agresser tous les soirs, dès qu'elle a vu le nom, elle a appelé ma mère en lui disant, c'est pas normal, il faut que j'enlève ce que j'ai mis, il faut que j'enlève. Et en dessous, dis-toi que j'avais des tas de messages qui me disaient merci, bah moi c'était telle personne, et tu vois. Et tu dis, ben t'as bien fait de le faire. Et elle a dit à ma mère, un truc que je peux pas oublier, du coup, qui a blessé ma mère. Elle lui a dit, tu sais, quand on se fait violer, c'est parce qu'on le veut. Ma mère lui a dit, comment tu peux dire qu'un enfant de 5 ans voulait se faire violer? Elle a dit, si elle voulait se faire violer, c'est qu'elle le voulait. Et Ouais, c'est ma tante. Ouais. Tu vois, tu te dis, ah ok. Mais en fait, il y a des gens, ouais. Tu vois, je pense que si c'était elle, ma mère, je pense que j'aurais été mal barrée, tu vois. Je pense que là, j'aurais été dans mon, tu vois, dans mon enfer pendant longtemps, tu vois. mais c'est surtout que ce genre de mentalité, enfin, ça a été démontré par A plus B que Hmm. bah, c'est pas vrai. Enfin, Non? le nombre de femmes qui passent dans la rue pour militer avec leur tenue de comment elles Ah oui. étaient pendant le viol, avec tous les Mais- pyjamas et tout ça. Mais je l'avais donné ça, mon pyjama. On avait fait une action comme ça. Moi, j'avais donné mon pyjama de quand j'étais petite. J'avais donné ma longue petite robe, une longue petite robe hein, que j'avais quand j'étais petite. Je l'ai donnée pour justement pour dire ben est-ce que c'est normal ça? Parce que du coup moi perso j'avais 6 ans quoi. Donc voilà. Moi c'est là les viols, ils ont commencé à là hein, quand j'avais 6 ans. Donc les viols, pénétration, c'était là. Avant c'était forcer de lui faire des fellations. Donc moi c'est de la violence sur moi, tu vois. Mais les viols vraiment, c'était ça. Donc tu dis comment tu peux dire qu'un enfant il a décidé des bonnes sœurs aussi habillées de ou des filles qui sont voilées, ben elles ont fait ça comment? Pour attirer le regard de quelqu'un? Pas du tout. Donc voilà, les agressions que j'ai subies dans les bus, bah, j'étais en pantalon, j'étais en jupe, et alors? Et même si je l'étais pas, qu'est-ce qui peut donner le droit à quelqu'un de venir et de me faire du mal? Donc c'est vraiment un truc, moi j'ai du mal, hein, je me rappelle quand je suis partie voir la police, parce que j'allais souvent voir la police pour les agressions pour mon ex-mari, et du coup à un moment, il y a un policier qui a essayé de m'agresser. Non, ouais. Il a fermé la porte derrière moi, il a essayé de m'agresser. Parce que j'étais en petite tenue, tu sais. Tu sors de chez toi, tu viens de te faire frapper, t'as la tête qui va dans tous les sens, t'es pas vraiment habillé, on te donne une petite couverture, donc t'es pas vraiment habillé, t'es un peu dénudé. Le gars a quand même essayé de m'agresser. Je me rappelle de ça, j'en parle pas beaucoup tout le temps. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai pas osé le dire. Parce que je suis juste partie, j'ai laissé même ma pièce d'identité sur le coup et j'ai couru, je suis partie. Et j'ai pas osé le dire et après je me suis rendu compte qu'il y avait plein de femmes qui étaient venues pour porter plainte pour des agressions ou des viols. Ben, vu que les policiers, je dis pas tous les policiers, mais quelques policiers savaient qu'elles s'étaient fait violer, alors eux, ils les violaient aussi. Ils mettaient un préservatif, ils les violaient, comme ça, pas de traces. Bah oui. Et je me disais, mince, j'aurais pu le dire avant. Mais le truc, c'est qu'on te fait tellement culpabiliser. C'est un policier, genre, dans le commissariat, t'es sûr? Je laisse tomber, tu sais, je vais même pas aller sur ce plan-là, j'ai déjà assez de problèmes comme ça, viens, je m'occupe de mes enfants, viens, je m'occupe déjà de ça, et en plus, il s'est rien passé, c'est juste que moi, je peux le dire, j'ai ressenti l'agression, parce qu'au bout d'un moment, tu ressens que la personne, elle ferme la porte, j'ai déjà porté plainte, on ferme jamais la porte, bien au contraire. Quand tu portes plainte, la porte, elle est toujours ouverte, et si la porte, elle est fermée, c'est-à-dire qu'ils sont deux, et souvent, quand t'es une fille, il y a souvent une fille aussi, t'es pas enfermée, tu vas pas fermer la porte, tu vois. Donc, non, mais cette histoire de mettre mal à l'aise les gens, de leur dire, en fait, c'est votre faute, j'arrive pas à... Moi, je trouve que ça fait en sorte que les gens ne parlent pas, n'osent pas parler. Et t'apprends quelques temps après qui a eu vraiment ça avec d'autres personnes encore plus, tu vois. Et tu te dis, mais c'est dégueulasse, quoi. Donc, ouais. Je pense que ça va être ça notre mot de la fin, c'est quoi qu'il arrive, il faut en parler. Bah, il faut en parler, il faut pas rester sans rien dire. Et ouais, et encore une fois, tu vois, comme tu dis de la fatalité, c'est pas parce qu'il t'est passé quelque chose dans la vie que tu vaux moins que les autres, tu vois. C'est pas parce que tu t'es fait violer que ça veut dire que personne ne veut de toi. Moi, je sais que mes copines rigolent parce que ça fait longtemps que je suis célibataire, mais j'aime mon célibat. Et bon courage. Et c'est comme je dis, j'ai pas le temps de sortir avec quelqu'un. J'ai trop de projets et le pauvre, j'ai pas le temps de l'emmener dans mes projets.
Mais je dis aux gens, c'est juste que j'attends la bonne personne, faut pas se prendre la tête. Mais je dis juste que voilà, c'est pas une fatalité en fait. C'est pas parce qu'il s'est passé ça que tu vas finir mal, que voilà. Moi, je sais qu'il y a des filles qui sont fait violer, qui sont fait agresser, des hommes aussi qui ont fini prostituées, ça a été compliqué. Et en plus, j'ai une action avec ça en plus que je suis en train de faire là. Et c'est très important d'aider des enfants, tu vois, qui se sont fait agresser, qui ont fini dans la prostitution et qui te disent, et c'est horrible, tu dis la personne, elle a 13 ans. Elle a 13 ans et te dit, ben, de toute façon, ma vie, elle est finie. T'as 13 ans. Je sais qu'il s'est passé des choses, mais ta vie, elle peut pas être finie à 13 ans. Même à 40 ans, même à 60 ans, ta vie, elle est finie quand c'est fini. Quand tu meurs, quoi. Avant ça, en fait, t'as toujours moyen de rebondir. T'as toujours moyen. Et en fait, tant que tu prends les choses... Après, moi, voilà, c'est ma façon d'être. Et comme je te dis, c'est le fait que je suis chrétienne. Tout ce qui s'est passé dans ma vie, même ce qui c'est dur, je le regrette pas. Parce que je sais que derrière, ça a apporté des fruits extraordinaires, ça a aidé des gens, c'est fini. Déjà, à partir de la première personne que j'avais aidée, j'étais déjà contente. Alors du coup, quand ça fait 100, 200, 300, tu te dis waouh, waouh, waouh. Et tu te dis, bah en fait, j'ai failli me suicider 2 fois. Tellement les gens me faisaient me sentir mal, et c'est même pas moi, c'est les gens qui me faisaient sentir mal. Et tu te dis, bah heureusement que tu l'as pas fait, quoi. Merci Seigneur. Puisqu'au final, t'arrives à aider d'autres personnes. Donc, ouais, il n'y a pas de fatalité. Merci beaucoup d'apporter autant de messages d'espoir. C'est pour ça que je m'appelle Hope. C'est vrai que c'est bien trouvé. Ouais, du coup, c'est c'est ça. ton nom d'artiste. C'est mon nom d'artiste. Et Heavy, bah, du coup, vraiment pour le côté heavy metal, que ma mère m'a interdit d'écouter. Après, Nedzija, c'est quand j'étais en maison de retraite, j'aidais des gens en maison de retraite. Et il y avait une dame polonaise, et elle m'appelait tout le temps Nedzija. Et je comprenais pas ce qu'elle disait. Et à un moment, je lui dis, mais pourquoi tu m'appelles comme ça? Elle me dit, ça veut dire espoir, patience. Et je dis, ah, elle me dit, mais en fait, quand je te vois, je suis contente parce que bah, je chantais des chansons avec elle. Et moi, j'aime bien la musique française à l'ancienne. Alors, elle aimait trop quand je venais chanter avec elle. Et elle était contente. Et du coup, elle m'a dit, ben, un jour, tu vas m'oublier. Et je lui dis, non, un jour, je serai chanteuse et je prendrai ce que tu me dis, Nedzija, je le mettrai. Et du coup, t'inquiète, je le mets. Et après, ça a été Hope parce que les gens, ils m'appellent souvent comme ça. Les petites filles, les enfants, ils me disent, ouais, t'es une sorte d'espoir. Genre, t'es trop mignonne et tout. Je suis mignonne, elles ont dit. Donc, moi, je suis contente et je me suis dit, voilà, Evie, N, Hope. Voilà. C'est beau. Merci. Je le prends. Bah merci. Ma voix part en cacahuète. Mince. Merci à toi d'être venu. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Je trouve évidemment que c'est des sujets vraiment très importants et il faut en parler parce que bah malheureusement c'est encore un sujet un peu trop tabou. Ouais. Bizarrement, alors que les chiffres sont affolants. Il y a tellement d'enfants qui subissent ça, ou même juste de femmes ou d'hommes. Ouais. Donc merci d'en avoir parlé avec nous. Merci d'être venu. Merci d'avoir pris le temps. C'est pas toujours simple de raconter son histoire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou n'hésitez pas à venir si vous aussi vous avez des histoires à raconter. On tend l'oreille à tout le monde parce que pour nous, toute histoire est intéressante et tout le monde a quelque chose à raconter. Donc n'hésitez pas à venir. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.